Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue à The Family. Vous êtes très nombreux ce soir, c'est la séance de clôture de notre deuxième saison des Barbares Attaques qui, comme vous le savez, est centrée sur les politiques publiques. Et pour conclure sur les politiques publiques, on a exploré de façon un peu sectorielle, on a discuté des Barbares Attaques, la protection sociale, des Barbares Attaques, les politiques de l'emploi, des Barbares Attaques, les politiques de l'environnement. On voulait conclure sur un sujet plus englobant qui est la démocratie, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, les élections, le choix démocratique, qui est un sujet où, enfin, ça paraît probablement évident pour beaucoup d'entre vous, mais sur lequel les entrepreneurs dans l'économie numérique ont beaucoup de choses à dire et beaucoup d'innovations à apporter. Alors je fais juste rituellement, pour ceux qui viennent là pour la première fois, une petite présentation des lieux. Donc nous sommes ici au siège de The Family, qui est une société d'investissement, c'est-à-dire qui prend des participations dans des entreprises très nombreuses. Ces participations, on les prend très tôt dans l'existence des entreprises pour pouvoir les accompagner dès leur plus jeune âge et nouer avec leurs dirigeants un lien de confiance qui nous permet ensuite de les aider à grandir, de monter à leur capital et de les aider à surmonter les obstacles que nécessairement, parce qu'on est dans l'innovation de rupture, ils rencontrent à chaque point d'inflexion. Donc on a ici une équipe d'à peu près 25 personnes qui travaillent là-dessus. On a pris ces locaux pour pouvoir accueillir dans cet espace, ici au rez-de-chaussée, des événements avec beaucoup de public idéalement, parce que dans le modèle de The Family, il y a une dimension très importante qui est partager notre vision des choses, former les entrepreneurs, mettre en confiance, élever le niveau d'ambition, nouer des liens avec des parties prenantes qui sont a priori un peu éloignées du monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat, notamment les grandes entreprises et les pouvoirs publics. Et c'est un peu avec cet objectif-là qu'on a mis au point, dès le lancement de The Family, il y a 2 ans et demi, une série de conférences qui s'appelle les Barbares Attaques. Les Barbares Attaques, c'est une idée extrêmement simple, c'est qu'il y a des gens, plutôt des entrepreneurs, donc plutôt des entreprises, qui déferlent sur notre société, notre économie, qui parlent une langue différente, qui ont une culture différente, dont les règles d'engagement sont différentes, ce qui rend très difficile les efforts qu'on fait pour les contrer, pour leur résister. Quand l'ennemi ne se bat pas comme vous, c'est très difficile de se battre avec lui. Et donc, c'est très déstabilisant pour les décideurs dans le secteur public, dans le secteur privé. Et donc la première saison des Barbares Attaques a été consacrée au secteur privé. Donc on a pris secteur après secteur, filière après filière, les grandes entreprises. On a invité les gens qu'on connaissait dans ces grandes entreprises et on leur a expliqué notre vision de comment les entrepreneurs de l'économie numérique allaient transformer en profondeur la filière de l'assurance, la filière automobile, la filière des médias, etc., etc. Comme au bout d'un moment on avait pas mal quadrillé les choses, on avait un peu l'impression de devenir la caricature de nous-mêmes, on a pensé arrêter ce cycle et puis on a été sauvé on a sauvé les Barbares Attaques de ce destin funeste par Laurent Bigogne, directeur de l'Institut Montaigne, qui nous a proposé de relancer une 2e saison, mais cette fois non plus centrée sur les entreprises privées, mais sur les politiques publiques. D'où et cette saison se clôt aujourd'hui, avec peut-être un autre épisode à la rentrée, mais en guise de conclusion un peu plus générale, mais elle se clôt aujourd'hui avec un thème qui est évidemment commun à toutes les politiques publiques, qui est la démocratie. Alors, sans plus attendre, juste pour attendre un tout petit peu plus, la soirée se déroule de façon extrêmement simple. Je vais vous présenter la vision qu'on a nourrie à The Family sur ce thème-là, la démocratie. Quel est l'avenir de la démocratie dans la société numérique ? Et c'est nourri de notre expérience quotidienne avec des entrepreneurs qui cherchent à tout changer dans toutes les dimensions en faisant levier du numérique. Et ensuite, pour prolonger la discussion, réagir et échanger avec vous, se réunira un panel qui devait comprendre, outre Laurent Bigogne qui modérera le panel, Thierry Pêche, directeur de Terra Nova, nous le regretterons ce soir. Et puis nous aurons 2 entrepreneurs, Arthur Muller et Thibaut Favre, ainsi que Camille, délégué général de Renaissance Numérique, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Alors je commence tout de suite pour essayer de discuter un peu d'abord la crise qu'est en train de traverser la démocratie après la révolution numérique. Les révolutions ouvrent des très longues périodes de crise, c'est la différence entre les révolutions et les transitions. La révolution, c'est bref et intense et parfois très violent. Et puis la transition, c'est ce qui découle de la révolution, c'est une fois que la révolution s'arrête,
qu'on pose l'arme au pied, eh bien, tout a changé en fait, et les gens veulent plus recommencer comme avant, et donc on rentre dans une longue période de transition qui voit la société ou l'économie se transformer dans toutes ses dimensions, et ça peut prendre des décennies. Et donc ça, la révolution numérique est passée, c'est un postulat que j'ai fait personnellement il y a 3 ans, quand nous avons coécrit avec Henri Verdier un ouvrage consacré à l'économie numérique qui s'appelle L'âge de la multitude et dont le sous-titre était Entreprendre et gouverner après la révolution numérique. C'était pour signifier quelque chose d'extrêmement simple, c'est que ça suffit de se croire au milieu d'une révolution. Quand on est au milieu d'une révolution, on a tendance à rester un peu interdit, à se calfeutrer les fenêtres, à rester enfermé chez soi, bien protégé, et à attendre de voir qui, des blancs ou des noirs, ou des rouges ou des bleus, va finir par l'emporter sur les barricades. Donc, pendant une révolution, personne ne fait rien en fait, tout le monde est dans un attentisme prudent, et donc il vaut mieux considérer que la révolution est finie, constater qu'effectivement, depuis l'éclatement de la bulle en 2000, on peut tirer pas mal de conséquences de tout ce qui s'est passé et en tirer un certain nombre de préceptes, de doctrines, et donc maintenant il faut passer à l'action, c'est ce qu'on fait ici à The Family, à notre toute petite échelle, et c'est ce qui se passe aussi dans la vie démocratique en général. Alors l'âge de la multitude, il y a dans ce titre de l'ouvrage coécrit avec Henri, l'idée que les individus sont en train de changer dans leurs relations et dans l'exercice de leur puissance. Dans la vision traditionnelle des individus, on les voit rassemblés en une sorte de masse un peu monolithique et indivisible qu'on appelle le peuple en sciences politiques. Le peuple, c'est dans la Constitution, le peuple français est indivisible, la République indivisible, et la République est pour le peuple. Et ça se voit, alors j'ai cherché des images pour vous montrer ça, ce que j'ai trouvé c'est l'appel aux citoyens au nom du peuple français, comme vous le voyez, signé par les révolutionnaires de 1848 et qui ont instauré à l'époque la Deuxième République, qui a été éphémère, comme vous le savez, mais qui signifie bien que quand on pense république par opposition à la monarchie dans ce grand pays qui a une tradition centralisatrice, on essaie de matcher la monarchie et sa puissance très concentrée par une autre entité extrêmement concentrée et indivisible qui est le peuple. Alors il y a 2 ans, je suis tombé complètement par hasard sur cet ouvrage qui est écrit par un philosophe italien qui s'appelle Paolo Virno, et dont le titre, qui date de 2002, c'est-à-dire 10 ans avant l'âge de la multitude, et qui s'appelle Grammaire de la multitude. Et cet ouvrage, c'est un ouvrage de philosophie assez exigeant, mais qui a été traduit en français, et un peu lu et commenté par les gens avertis. Et cet ouvrage s'ouvre sur cette opposition-là, une présentation du concept de multitude et l'opposition radicale qu'il y a entre la multitude d'un côté et le peuple. Ce sont 2 notions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ce sont 2 visions de l'ensemble des individus qui font société. Le peuple, encore une fois, c'est indivisible, c'est monolithique. La multitude, au contraire, et ce qui est écrit dans cet ouvrage de philosophie, c'est très fidèle à la façon dont Henri et moi nous entendions le terme, ce sont des individus extrêmement affirmés qui refusent d'être fondus dans la masse, donc fondus dans le peuple, et qui défendent cette volonté farouche d'être reconnus individuellement, de s'affirmer individuellement par de l'interaction permanente. Et cette interaction entre les individus qui se connectent en réseau, ça les rend collectivement extrêmement puissants et ça les rend aussi ingouvernables. C'est-à-dire tout ce qu'on a mis au point pour gouverner le peuple, tout ce qu'on a mis au point pour manager les employés dans ces grandes entreprises pyramidales de l'économie fordiste devient inopérant quand le peuple devient multitude, parce que la multitude, elle se recompose en permanence, elle est en mouvement permanent, elle exerce une puissance considérable, et d'autant plus considérable qu'avec le numérique, ces individus ils sont de plus en plus équipés, ils sont de plus en plus connectés, et quand on utilise tous en même temps les mêmes applications, à l'échelle de centaines de millions de personnes, voire du milliard de personnes, eh bien ça dégage une puissance, ça exerce une puissance considérable qui est bien plus importante que la puissance des grandes organisations traditionnelles. Alors, vous voyez à quel point c'est fondamental et ça peut constituer un choc pour notre vie démocratique et pour la conception qu'on se fait de la vie en société. Si le peuple disparaît au profit de la multitude, toutes les institutions qu'on a mises en place pour gouverner le peuple vont devenir inopérantes, vont même braquer la multitude qui va forcer
tôt ou tard, dans la paix ou dans la guerre, la mise en place de nouvelles institutions. Alors en France, on est particulièrement converti à la vision du peuple. On en a même déduit cette vision qui nous est propre de l'intérêt général. Comme le savent tous les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires dont je suis, l'intérêt général est ce qui donne son sens à l'action publique, ce qui motive la participation collective à l'exercice démocratique, ce qui inspire les politiques publiques mises en œuvre par nos dirigeants politiques. Or, l'intérêt général, quand on sort un peu des frontières, quand on va visiter les pays étrangers, quand on lit d'autres ouvrages écrits dans d'autres pays, on constate que cette notion d'intérêt général résiste assez peu à l'épreuve d'autres visions du monde. Alors personnellement, moi j'ai découvert ça quand j'étais étudiant à Sciences Po, il y a très longtemps, à l'époque où Laurent était numéro 2 de cette grande institution. J'ai lu sur la commande d'une maître de conférence qui s'appelle Gwenaëlle Calvez, qui est une grande professeure de droit spécialisée en droit américain, cet ouvrage de Laurent Cohen-Tanuji qui s'appelle Le droit sans l'État, qui est un ouvrage de droit comparé, très ancien, qui date des années 80, qui était la première initiation du public franco-français à ce qu'est la société américaine dans son rapport au droit. Et le droit sans l'État, c'est pour signifier qu'il existe des pays, comme les États-Unis, où l'intérêt général n'existe pas. Il y a même un chapitre très passionnant de cet ouvrage qui s'appelle « Avez-vous rencontré l'intérêt général ?» Parce que pour un Américain, ça n'existe pas l'intérêt général. Vous savez que les Américains voient la démocratie comme le rapport de force permanent entre des intérêts particuliers qui finissent l'un ou l'autre par emporter l'adhésion du peuple. Alors ça ne veut pas dire que les Américains n'adhèrent pas à la notion de peuple. Ils gouvernent, eux aussi, ils viennent d'un monde où on ne savait que gouverner le peuple et où la multitude n'existait pas encore. Mais ils viennent au monde de la multitude, à la société numérique, beaucoup mieux préparés que nous parce qu'ils ont déjà abdiqué depuis très longtemps cette notion, c'est ce qu'ils considèrent comme une chimère, qui est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la cause du peuple. Quand il n'y a déjà plus d'intérêt général, on va s'intéresser justement un peu plus aux intérêts particuliers des uns et des autres, et on est déjà beaucoup mieux préparé à regarder l'ensemble des individus comme une multitude. Alors tout ça étant dit, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est l'affirmation de la multitude, d'abord dans l'économie numérique, mais je pense aussi dans le champ politique. Et quand les individus commencent à percevoir un décalage entre leur expérience quotidienne, la façon dont ils se voient eux-mêmes, la façon dont ils se voient collectivement, non plus comme un peuple mais comme une multitude, et la façon dont fonctionnent les institutions, ce décalage insupportable entre la façon dont on est gouverné et puis la façon dont on se perçoit nous-mêmes, prépare les grandes crises en fait. Et la meilleure preuve de ça, c'est que c'est déjà arrivé la fois précédente, il y a à peu près un siècle, quand une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière de créer la valeur est née dans les industries, dans les usines de l'industrie automobile américaine. On a commencé à remplacer une manière artisanale de produire de la valeur par une manière industrielle, à rassembler un très grand nombre d'ouvriers dans des organisations de plus en plus normalisées, cadencées, standardisées, optimisées. Bref, c'est le mode de production fordiste. Et ce mode de production fordiste était inadapté aux institutions qui avaient été mises en place pour gouverner le peuple à l'époque. Et cette inadaptation fait que du coup les individus qui composaient le peuple étaient incapables de faire entendre leurs besoins, leurs attentes, étaient incapables de défendre leurs intérêts parce que les institutions qui existaient à l'époque de l'apparition de la production de masse, de la production industrielle de masse, n'avaient pas été faites pour que les individus puissent se faire entendre et puissent faire partager aux gouvernants les problèmes qu'ils avaient, les problèmes nouveaux, inédits qu'ils avaient dans ce mode de production et dans la société que ce mode de production faisait naître. Alors, j'atteins le point Godwin avec l'image de droite, mais c'est pour évoquer avec vous une lecture que j'ai faite il y a aussi une quinzaine d'années, qui est un ouvrage de Karl Polanyi qui s'appelle La Grande Transformation. Alors je ne sais pas qui connaît cet ouvrage, qui l'a lu. Il est d'une très grande actualité en fait, parce que Polanyi raconte l'effondrement du système international de l'étalon or à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et le dérèglement que l'effondrement de ce système international a provoqué dans le fonctionnement des marchés. Ce système, il a permis pendant tout le XIXe siècle, avec le développement du commerce international, de la haute finance,
de réaliser ce que Polanyi décrit comme une utopie, qui est le libre marché, le laisser-faire, c'est-à-dire l'ultralibéralisme, on dirait aujourd'hui, ou le néolibéralisme. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et le libéralisme a parfaitement fonctionné grâce à un système global qui avait été mis en place pour que ça fonctionne, qui était le système de l'étalon or. Quand ce système s'est commencé à s'effriter et de s'effondrer, on a voulu continuer à faire fonctionner la société suivant ses principes libéraux, mais ça a provoqué des excès, des souffrances, des dérives spectaculaires qui ont tellement heurté les individus dans leur chair, qui les ont tellement exposés à de l'insécurité, à des risques considérables, c'était la condition ouvrière d'avant la protection sociale, que dans tous les pays est apparu un phénomène qui est la montée aux extrêmes, la violence des revendications, des troubles. Et c'est ça qui est très frappant dans ce livre, La Grande Transformation. Il dit pourquoi, à la même période, à la même époque, dans plusieurs pays qui interagissaient très peu au niveau des individus, il se passe la même chose. Le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, ou bien, et l'exemple qui m'a convaincu, parce que je suis passionné de politique américaine, une sorte de potentat local, gouverneur de Louisiane, qui s'appelait Huey P. Long. Alors, qui connaît Huey P. Long ? Voilà. Donc il était gouverneur de Louisiane sous Roosevelt en fait pendant le New Deal et c'était un super populiste, une sorte de Mélenchon qui aurait contrôlé toute la Louisiane en déployant un système mafieux pour mettre en œuvre une politique très agressive de redistribution aux plus pauvres. Alors Huey P. Long était tellement radical et violent qu'il a lui-même été assassiné dans le Capitole à Bâton Rouge par quelqu'un qui avait fait beaucoup de mal. Mais bref, c'était une quasi-dictature qui avait été installée en Louisiane pour mettre en place ce que les Américains appellent populiste, mais une sorte de régime d'extrême gauche. Voilà, et Polanyi dit pourquoi il se passe toutes ces choses-là au même moment dans tous les pays du monde. C'est parce que la société réagit de façon violente aux excès du laisser-faire, parce que le laisser-faire ne fonctionne plus dans un système international où l'étalon or a disparu. Alors si je dis que tout ça est d'une grande actualité, c'est parce que, comme vous le savez, la Grèce a voté non au référendum le week-end dernier, qu'on se prépare peut-être à une sortie de la Grèce de la zone euro, que cette sortie de la Grèce de la zone euro va commencer à défaire tout cet édifice qu'on a patiemment construit pour installer la paix et la sérénité en Europe. Et tout ça, ça ressemble un peu au délitement de l'étalon or à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire tout un système international qui a permis de vivre en bonne intelligence entre nations et au sein des nations, est en train de se défaire sous nos yeux, sous la pression des excès d'un marché qu'on n'arrive plus à réguler correctement parce que la manière de produire et la manière de consommer sont en train de changer radicalement. Ça a changé hier avec l'apparition de la production industrielle, ça change aujourd'hui avec le développement de l'économie numérique. Alors pour vous montrer qu'évidemment il peut se passer des choses épouvantables comme la fois précédente, parce que tout ça évidemment a mené à la Grande Dépression aux États-Unis, la Deuxième Guerre mondiale dans le monde entier, des dizaines de millions de morts. Donc évidemment aucun d'entre nous ne souhaite ça, aucun d'entre nous ne souhaite que cet épisode de la Grèce qui vote non ne déclenche une série un enchaînement d'événements aussi dramatiques. Mais in fine, le système est retombé sur ses... tout le monde s'est réaligné et on a pu recommencer à vivre en bonne intelligence quand on a compris qu'à un nouveau paradigme, à une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de consommer, devaient correspondre des nouvelles institutions et des nouvelles pratiques démocratiques. Et l'exemple que je voudrais vous donner, il est extrêmement simple. À l'époque, comme je disais, la souffrance la plus prononcée, c'était la condition ouvrière dans les grandes usines industrielles, qui était un phénomène inédit. On n'avait jamais vu ça, et donc on ne savait pas comment tempérer, compenser cette souffrance, couvrir les ouvriers contre les risques auxquels ils étaient exposés dans leurs conditions très particulières et nouvelles. Et pour corriger tout ça, on a mis en place des nouvelles institutions, et l'une de ces institutions est devenue un pilier de nos démocraties occidentales. C'est le dialogue social, c'est-à-dire on a constaté que pour installer la paix dans les entreprises, entre les patrons et les salariés, on ne pouvait plus gouverner comme on gouvernait avant, il fallait répliquer des enceintes de dialogue, de décision, de négociation, au niveau des branches, au niveau des entreprises, au niveau interprofessionnel. Bref, à côté des institutions politiques, se sont mises en place des institutions sociales qui ont permis d'organiser cette délibération quasi démocratique entre les salariés et les patrons. Et ça, on le doit
aux États-Unis à Roosevelt et au New Deal. On le doit en France au Conseil national de la résistance qui, sur les décombres de la France au moment de la libération, a construit des institutions qui ont permis enfin d'apaiser les souffrances et de réaligner les différentes parties prenantes de l'économie. Alors le problème de l'économie de masse, c'est que dans un pays comme la France, qui a une grande tradition corporatiste, elle a exacerbé cette tendance. Vous savez, la production de masse, c'est la standardisation. On crée des règles, on essaie de tout objectiver, de tout normaliser, de tout standardiser. C'est pour ça que pendant des décennies, on a sécrété toute cette réglementation, le droit du travail, le droit social, le dialogue social, les réglementations sectorielles, le droit bancaire, etc. Bref, on a construit toute une société extrêmement managée, extrêmement pyramidale, qui flattait un peu les fantasmes de planification et d'optimisation à très grande échelle. Et tout ça, ça a provoqué, ça fonctionnait bien tant qu'il y avait de la croissance, tant que ces institutions permettaient un bouclage vertueux, un alignement des parties prenantes. Ça a commencé à moins bien fonctionner quand la croissance s'est essoufflée à partir des années 70. La contrainte s'est durcie. Les entreprises sont rentrées dans des mouvements de restructuration, d'optimisation. On se sont mis à serrer les boulons à tous les étages. Et ce que font... et quand on conforte et qu'on équipe des corporations pour qu'elles se mettent au service de la croissance, ça marche bien tant qu'il y a de la croissance, mais quand la croissance s'arrête, les corporations elles se replient. Et ce qu'on a mis en place pour les faire contribuer à la croissance et à la vie en bonne intelligence, elles le détournent pour protéger leurs intérêts corporatistes. Et donc là, c'est l'un des signes de cette crise qui s'annonce. C'est que l'un des signes, c'est le nom de la Grèce le week-end dernier. Un autre des signes, c'est la tension qui s'est installée un peu partout en France de corporations qui voient bien que comme tout s'écroule, comme tout se ratatine, comme la valeur, la richesse sont en train de se raréfier, eh ben, on se replie tous sur nos intérêts particuliers et on actionne puissamment les leviers qui ont été mis à notre disposition par ce modèle qui est en train de s'essouffler sous nos yeux. Donc c'est le cas dans les manifestations d'agriculteurs, c'est le cas dans les grèves qui se passent dans l'industrie, c'est le cas aussi évidemment, on a vu ça il y a une quinzaine de jours, dans les troubles à l'ordre public qui ont été commis par les taxis. Et c'est là que je voudrais introduire une autre idée, qui est la première touche d'optimisme dans ce tableau très noir, j'en ai conscience. C'est que dans la multitude, dans cette façon d'interagir, de nous coordonner à très grande échelle entre individus, il y a peut-être les ressorts pour triompher de ces blocages qui sont en train de se multiplier autour de nous et qui sont liés à la perversion du système corporatiste. Alors, j'ai appris en économie, je suis désolé, c'est au moins la 4e référence que je fais à mes études, mais tout ce que j'ai lu, je l'ai lu pendant mes études et depuis, j'ai moins de temps. Mais l'école du public choice, c'est des économistes qui se sont intéressés à comment sont prises les décisions politiques. Ils ont essayé de modéliser le fonctionnement de la démocratie dans des équations économiques. Et l'une des choses qu'ils ont mis en évidence, c'est que c'est beaucoup plus facile de défendre ses intérêts quand on est peu nombreux et très, très proches et très solidaires les uns des autres, que quand on est très nombreux, mais que du coup, parce qu'on est très nombreux, les liens qu'on a entre nous sont des liens faibles et on a beaucoup de mal à se coordonner. Et c'est ça qui explique que en fait, dans une société comme la société française où on pratique le culte de l'intérêt général, c'est en fait toujours les intérêts particuliers qui l'emportent, surtout dans un contexte de raréfaction, de guerre de tous contre tous, où le peu de richesse qui reste, il faut essayer de l'attraper avec les moyens du bord. Pourquoi ? Parce que quand on est les taxis, c'est-à-dire 15 à 20 000 personnes en Île-de-France, c'est beaucoup plus facile de se coordonner, de cibler un actif stratégique, le périph', de le bloquer et d'obtenir ce qu'on veut, que quand on est toute la classe moyenne, c'est-à-dire des dizaines de millions d'individus, qui bien sûr ont les mêmes intérêts, ça s'objective très bien, mais ont beaucoup de mal à se coordonner entre eux parce qu'ils sont trop nombreux et parce qu'il n'y a pas la dynamique initiale, l'amorçage qui permet d'aligner tous ces gens-là, de les connecter entre eux et de les mobiliser avec la puissance du grand nombre. Et ça, je dis, ça commence d'être invalidé par la multitude. Et ça se voit dans la crise des taxis. Ça a été mis en évidence dans un excellent article de François Dupuis, que je vous conseille, qui est paru il y a quelques jours, dans Les Échos. Alors, le titre, peu importe, la lourde responsabilité de l'État. Ce qui est très intéressant dans cet article, c'est ce qui pointe sur un rapport de force que personne
dans les hautes sphères n'identifie, mais qui est en fait extrêmement puissant dans le déroulement de cette crise, c'est le rapport de force entre les taxis et leurs clients. C'est extrêmement simple. On a tous, au moins une fois dans notre vie, hélé un taxi, dit au taxi, avant de monter dedans, à laquelle destination on voulait aller, et on s'est vu refuser la course, et il dit « Désolé, c'est pas mon chemin », il ferme la vitre, il s'en va sans même dire au revoir. C'est un événement, c'est tellement humiliant et tellement douloureux, ça a pu arriver il y a 5 ans, il y a 10 ans. On se souvient tous de cette fois, peut-être unique, où ça nous est arrivé. Et donc quand on regarde aujourd'hui les taxis qui expliquent qu'ils sont en train de souffrir, qu'ils ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts, qu'ils font de moins en moins de courses, que le prix des licences est en train de baisser, que ça met en danger leur future retraite, etc. Tout ça est vrai, mais on se dit bah, c'est bien fait. Il y a 10 ans, vous avez refusé de me prendre pour une course. Je vais pas vous tendre je vais vous regarder vous noyer tout seul face à Uber, face au VTC, etc. Et je vais prendre un peu de plaisir à ce spectacle, si vous le permettez. Voilà. Et donc ça, alors on pourrait dire c'est horrible, c'est sadique, c'est tragique pour les taxis, et nécessairement c'est tout à fait normal pour les taxis d'utiliser les moyens qu'ils ont pour défendre leurs intérêts. On fait tous ça, mais on n'a pas tous la chance d'être dans une corporation resserrée et très connectée. Mais on voit comment, en fait, les taxis, malgré leurs victoires éphémères, perdent la guerre. On sait très bien comment ça va finir tout ça. Et ils la perdent parce qu'en fait, ils sont en guerre. Ils n'ont même pas réalisé qu'ils étaient en guerre, non pas avec Uber et les VTC, mais avec leurs clients, en fait. Et les clients forment une multitude de gens qui interagissent beaucoup plus qu'il y a 10 ou 15 ans, parce qu'ils sont tous connectés sur les réseaux sociaux. Ils ont tous partagé entre eux des anecdotes sur les taxis. Bref, ils sont forgés par ces effets de réseau, ces effets de capillarité qui n'étaient pas possibles dans l'univers politiques et médiatiques d'hier, qui deviennent possibles dans l'univers d'aujourd'hui. Ils se sont forgés la conviction que les taxis étaient des salauds et que c'était bien fait pour eux si ça allait mal. Et on voit dans cette crise-là un premier signe de ce que la multitude peut battre les corporations qui, dans l'ancien système, suivant les théories du public choice, faisaient triompher leur intérêt particulier sur l'intérêt général. Aujourd'hui, on a cette once d'espoir, c'est que parce que c'est la multitude, parce qu'elle est beaucoup plus puissante, on va pouvoir peut-être un jour faire triompher l'intérêt du plus grand nombre sur les intérêts particuliers de ceux qui savent prendre en otage le système politique. Alors ça, c'est un exemple très récent, un exemple plus ancien déjà, c'est la campagne électorale de Obama en 2008. Alors la personne à gauche, c'est un activiste juif de Chicago qui s'appelait Saul Alinsky, qui est l'inventeur de ce concept, le community organizing. Alors, le community organizing, c'est extrêmement simple, c'est de dire, bon, bah, y a des gens très organisés qui savent défendre leurs intérêts à l'échelle d'une ville. Vous savez, la vie politique locale aux États-Unis, jusqu'à il y a quelques décennies, c'était ce qu'on appelait les machines politiques, c'était très corrompu, très clientéliste, il fallait vraiment savoir actionner les leviers et cheminer dans ces labyrinthes très compliqués pour pouvoir obtenir gain de cause. Et donc Saul Alinsky, il s'était pris de passion pour le sort terrible des plus pauvres, parmi les plus pauvres, qui étaient tellement éloignés de tout ça et tellement occupés par joindre les deux bouts, subsister, que c'était très difficile pour eux de consacrer la moindre énergie et le moindre temps à échanger entre eux, à discuter entre eux, à se coordonner et à engager une action collective. Et donc il a inventé ça, cette notion, le community organizing. Il a dit, voilà, les community organizers vont aller s'installer dans ces communautés et vont commencer à initier les gens à leurs intérêts, les intérêts dont ils n'ont même pas conscience eux-mêmes, et au fait que s'ils se rassemblent autour de la défense de ces intérêts, ils vont pouvoir obtenir gain de cause auprès de la mairie, auprès des pouvoirs locaux, une subvention pour réparer les maisons, le raccordement au réseau électrique. Bref, on était il y a plusieurs décennies, donc ce n'était pas les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Alors Saul Alinsky, il a exercé une influence posthume extraordinaire sur la campagne de 2008 pour deux raisons. La première raison, c'est que Hillary Clinton est une grande adepte de Saul Alinsky. Elle a consacré son mémoire de fin d'études, quand elle était étudiante, à la mise au point du community organizing par Saul Alinsky à Chicago. Et surtout, Obama lui-même a été community organizer. On connaît cette étape cruciale de son parcours. Après avoir été étudiant, il a décidé de revenir parmi les siens, de s'occuper des plus pauvres et de les aider à se mobiliser, à se rassembler, à prendre conscience de leurs intérêts et à les défendre collectivement. Et donc on avait l'embryon, en fait, à toute petite échelle, à l'échelle de villes, de quartiers, de cette organisation qui s'amorce
avec un premier individu qui est rejoint par un deuxième, un troisième finit par se laisser convaincre, il forme un réseau, et cet embryon de réseau, par capillarité, va réussir à entraîner tout le monde. Et tous les gens qui connaissent l'économie numérique reconnaissent là la façon dont se développe une start-up. Une start-up, comme vous le savez, ça commence à toute petite échelle, ça rencontre ses premiers utilisateurs, ça travaille avec eux, ça les écoute, ça adapte le produit dans la compréhension intime de leurs besoins, et ça finit par trouver l'équation, la recette, qui permet ensuite de décoller et d'entraîner tous les autres jusqu'à la domination totale du marché. Et ça marche dans l'économie numérique parce que c'est une économie qui est tirée par la multitude, c'est-à-dire des gens qui interagissent en réseau en permanence. Et ça marchait à l'époque du community organizing à l'échelle où on pouvait communiquer à l'époque, c'est-à-dire celle d'un quartier de gens qui habitaient à quelques mètres les uns des autres. Et ça a permis à Obama d'installer ces valeurs, de les incarner parce qu'il avait lui-même fait du community organizing et de démultiplier tout ça grâce à la puissance du numérique à l'époque. C'est-à-dire c'est la première campagne qui a utilisé massivement les réseaux sociaux pour mettre en relation les gens à petite échelle, puis ensuite les entraîner dans un immense mouvement qui lui a permis de remporter l'élection présidentielle. Alors après, évidemment, ce qui avait formidablement marché pour cette campagne électorale, il a essayé de le poursuivre, de le pérenniser, de le perpétuer, pardon, dans l'exercice du pouvoir. Et installé à la Maison-Blanche, il a confié à l'un de ses conseillers, qui s'appelait David Plouffe, le soin de mettre en place une organisation indépendante des pouvoirs publics qui s'appelait Organizing for America. Et l'idée, c'était de dire, moi, cette multitude qui s'est mobilisée pour moi et m'a aidé à gagner ma campagne électorale, va continuer de se mobiliser pour moi, pour m'aider à emporter les victoires face au Congrès, pour mettre en œuvre mon programme et les promesses que j'ai faites aux électeurs américains. Et donc là, vous avez un exemple voilà, du genre d'initiative qu'ils ont fait. C'est-à-dire, il y avait ces événements locaux autour desquels on mobilisait par les réseaux sociaux pour organiser ce soutien par la base à Obama dans ses efforts, dans ses bras de fer avec le Congrès. Là, c'était pour la réforme du système de santé. Donc, vous voyez healthcare, barackobama.com, etc. Et globalement, enfin l'image ne dit pas ça, mais ça a été un échec. C'est-à-dire la mobilisation qu'ils avaient réussi en période de campagne électorale, c'était beaucoup plus difficile de mobiliser les gens pour les rapports de force incompréhensibles et interminables avec la minorité républicaine du Congrès. Bref, donc en gros, cette saillie du community organizing et de la mobilisation de la multitude, cette première irruption de la multitude dans la vie démocratique, elle n'a pas résisté vraiment à l'accession au pouvoir et à l'exercice du pouvoir. C'est les anciennes institutions faites pour le peuple qui ont repris l'ascendant. Mais ça, on ne peut pas s'en satisfaire, il est même urgent de changer, parce que ce qui est en jeu, c'est la crise qui vient, c'est-à-dire la crise démocratique, la rupture entre les individus et les institutions mises en place pour les gouverner. Il est urgent de changer parce qu'on voit que les vieilles pratiques démocratiques se périment à toute vitesse. Le fossé qui s'est creusé entre les dirigeants politiques et leurs électeurs, c'est l'une des manifestations de ça. On s'intéresse de moins en moins à eux, on va de moins en moins voter, on ne croit plus du tout ce qu'ils nous racontent, on est sans illusion sur leur capacité à mettre en œuvre leurs promesses, à améliorer notre quotidien. J'ai fait un atelier il n'y a pas longtemps sur les questions de communication et montré avec des extraits de réseaux sociaux que pendant que le président de la République parle dans un discours solennel, là c'était sur l'entrée au Panthéon de 4 grands résistants, les gens se moquent de lui sur les réseaux sociaux en direct pendant qu'il parle. C'est-à-dire c'est ça l'univers d'aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent encore dans l'image du peuple soumis qui écoute les grands discours béats d'admiration et de respect pour les grandes institutions, et puis il y a la réalité de la multitude qui en fait interagit dans des sarcasmes permanents en cultivant la distance avec ces dirigeants qu'on ne respecte plus. Donc les vieilles pratiques démocratiques se périment à toute vitesse. L'essoufflement de la démocratie, c'est l'une des dimensions de la crise, parce que ça casse le lien entre les citoyens et les institutions, ça ouvre des brèches dans lesquelles s'engouffrent les extrémistes de tous bords. Dans certains pays, c'est l'extrême gauche, dans certains pays, c'est l'extrême droite. Je ne veux surtout pas opposer les uns aux autres ou les comparer les uns aux autres, encore moins, mais on voit bien, si on prend le précédent que décrivait Polanyi dans La Grande Transformation, jusqu'où ça peut mener en termes de violence et de rupture. Et puis surtout, les lacunes démocratiques, elles empêchent cette délibération. C'est-à-dire, le monde des entrepreneurs du numérique, il est plein de gens qui disent « mais tout est clair, c'est nous qui avons les solutions, il suffirait de nous écouter ». J'en ai rencontré tellement, des gens qui disent « il suffirait que je passe 10 minutes avec le président de la République et moi je le convaincrais qu'il faut tout changer et faire différemment ». Alors ces gens-là
n'ont pas assez fréquenté les politiques. Ils se sont concentrés justement sur créer des entreprises, les faire grandir, ce qui est probablement beaucoup plus important dans la période actuelle. Mais voilà, et donc, mais cette incompréhension ou cette méconnaissance mutuelle, c'est une lacune qui empêche de faire advenir les nouvelles institutions. Parce que tant qu'on n'a pas une compréhension partagée de ce qu'il faut faire, la dernière fois, il a fallu la guerre et la libération pour finalement que tout le monde se mette autour de la table et dise, bon bah oui, pour que la vie ensemble redevienne supportable, il faut mettre en place le dialogue social, la protection sociale, des grandes infrastructures. Voilà, pour l'instant, ces gens ne se parlent pas et donc on est incapable de parvenir à ce consensus. Et donc, nous avons besoin, et c'est paradoxal quand on veut défendre la démocratie, nous avons besoin des barbares, c'est-à-dire ces gens qui ont compris avant nous, ou qui comprennent en même temps que nous, parce que nous sommes en avance sur les autres, nous tous ici, ce qu'est le numérique, ce qui change dans les rapports entre les individus, et donc dans les rapports entre les individus rassemblés et les institutions. Alors pour l'instant, les barbares et la vie publique, c'est pas encore très clair. Comme je le disais, les entrepreneurs sont très indifférents à la vie publique. Ils voient ça comme une espèce de magma de complexité, de bureaucratie, de corruption, de clientélisme, d'inefficacité. Quand on est au quotidien dans l'amélioration de l'expérience utilisateur, dans la recherche de l'efficacité maximale, on finit par plus comprendre et par plus s'intéresser à ces immenses organisations qui ont l'air toujours plus lentes, toujours plus rigides, toujours plus lourdes, toujours plus désargentées. Ça fatigue les entrepreneurs, ça crée pour eux des dissonances terribles. C'est-à-dire le pire, les entrepreneurs qui vont le plus mal sont ceux qui doivent aller pointer régulièrement à Pôle emploi parce qu'ils vivent dans le monde du design, de l'optimisation, de tout est toujours plus fluide, tout marche toujours mieux. Et une fois par mois, ils doivent se plonger dans ce magma d'inefficacité bureaucratique. Et ça crée pour eux une souffrance terrible parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tout le monde n'est pas occupé comme eux à simplifier la vie des gens et à rendre tout de meilleure qualité et moins cher. Alors, néanmoins, il y a des entrepreneurs qui ont plus de temps que les autres, c'est ceux qui ont fait fortune, comme Peter Thiel que vous voyez à gauche. Comme il a fait fortune, il n'a plus une entreprise à faire tourner au quotidien, donc il peut commencer à se replonger dans les livres de ses études. Lui aussi, il a beaucoup étudié, beaucoup lu pendant ses études. Il a étudié la philosophie notamment, et puis il a commencé à prendre la parole, à faire des conférences, à écrire des livres. Et notamment sur les sujets publics. Et donc on a cette situation un peu singulière aux États-Unis, c'est que les premières prises de parole, les premières incursions des gens du numérique, des barbares, dans les sujets démocratiques et de vie publique, sont imprégnées d'une vision complètement naïve et d'une idéologie qui est l'idéologie libertarienne. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont l'impression que les entrepreneurs ont les réponses à tout, que si on les laissait faire, tous les problèmes seraient résolus, et que donc il n'y a qu'à mettre bas toutes ces institutions qui empêchent de créer des entreprises, de les faire grandir pour que tous les problèmes soient résolus. Alors c'est un peu caricatural, mais en tout cas, cette caricature, elle est entretenue par la personne que vous voyez à droite, qui est Evgeny Morozov, qui est notre idole en France, parce qu'on n'aime rien tant que les Américains ou les Biélorusses naturalisés américains qui critiquent les autres Américains. On dit, vous voyez, même les Américains se critiquent entre eux, ça prouve qu'ils sont très très méchants. Et donc lui a écrit un livre qui a un grand succès de librairie, en tout cas en France, qui s'appelle « Pour tout résoudre, cliquez ici ». C'est-à-dire, il dénonce cet irénisme, ce messianisme des entrepreneurs du numérique qui pensent qu'il suffit de développer une application pour résoudre tous les problèmes. Et il essaie de débusquer, dans cette vision du monde, en fait, toute l'idéologie qu'il y a derrière. C'est-à-dire, une application, c'est pas neutre. Il existe des applications de gauche et des applications de droite. Et toute cette naïveté des entrepreneurs qui pensent que tout le monde se résout à des problèmes et à des solutions à ces problèmes. Ils ignorent les rapports de force, les tensions, les frustrations, l'irrationalité des individus et bref, tout ce qu'on sait résoudre précisément dans la vie démocratique. Alors évidemment, les critiques, je pense, enfin, j'ai pas regardé l'audience et tout ça, mais je pense que Morozov est plus lu en France qu'aux États-Unis. Donc aux États-Unis, par contre, la vision des entrepreneurs, les entrepreneurs savent trouver leur chemin jusqu'au plus haut niveau. C'est un phénomène que j'avais fait un billet de blog que j'avais intitulé il y a 2 ans, Valley Politics, parce que en quelques années, on a assisté à une irruption spectaculaire de la Silicon Valley, de ces grandes entreprises, de ces grands dirigeants dans la vie démocratique américaine. D'abord, en 2012, il s'est passé une première, un phénomène inédit, c'est que pour la première fois, la Silicon Valley est devenue collectivement le premier ensemble de donateurs qui a financé la campagne présidentielle du candidat démocrate. Ils ont dépassé les grands donateurs traditionnels du Parti démocrate qui sont le cinéma, Hollywood, et la finance, Wall Street. Historiquement,
les démocrates étaient soutenus par les syndicats, qui à une autre époque avaient une puissance financière et une puissance opérationnelle considérable aux États-Unis. Ensuite, les syndicats se sont affaiblis, donc les démocrates ont cherché d'autres alliés. Ils ont trouvé Hollywood, et puis ils ont trouvé Wall Street, qui a énormément financé et soutenu notamment Clinton dans les années 90. Et maintenant, ces deux clientèles-là ont été marginalisées, en fait, dans le système démocrate, en tout cas côté démocrate, par la Silicon Valley. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plus d'argent de la Silicon Valley donné soit par les entreprises, soit par les gens qui travaillent dans ces entreprises, dans le financement des campagnes électorales démocrates. Et donc, ça crée une proximité inédite, en fait. Vous voyez ici ce fameux dîner, le dîner des milliardaires autour de Obama, qui est à droite. Vous voyez qu'à sa droite, il y a Mark Zuckerberg, à sa gauche, il y a Steve Jobs, très malade et amaigri, qui est à quelques mois de sa mort. Il y a Eric Schmidt à gauche. Bref, il y a Reed Hastings de Netflix, Larry Ellison de Oracle. Ça, c'est le niveau d'intimité et de familiarité qu'ils ont les uns avec les autres. Quand on finance votre campagne électorale, parce que là-bas c'est légal, vous êtes obligé au moins d'accorder un dîner de temps en temps. Et pendant le dîner, vous êtes obligé de faire semblant au début de vous intéresser aux problèmes des gens du numérique. Puis à force de vous faire semblant de vous intéresser, vous finissez par vous y intéresser avec une grande sincérité. Et donc c'est ça qui se passe. C'est une porosité énorme entre le monde du numérique et le monde politique américain qui fait que les institutions démocratiques américaines sont en train de changer sur un terreau favorable. Déjà, eux, ils n'ont pas d'intérêt général, donc ils sont mieux préparés au monde de la multitude. Et en plus, ils ont cette proactivité des gens du numérique dans la prise de contrôle du système démocratique qui va probablement accélérer de façon assez spectaculaire la mue des institutions américaines. Et comme la dernière fois, ils n'auront peut-être pas, eux, besoin d'une guerre pour changer d'institution et entamer un nouvel âge d'or. Nous, il nous a fallu une guerre. Eux, ils n'ont pas eu besoin d'une guerre pour élire Roosevelt et lancer le New Deal. Alors un autre signe de ça, c'est les frontières poreuses. C'est-à-dire on commence à voir les premiers allers-retours entre le monde du numérique et le monde de la politique. Là, je vous donne deux exemples, dans un sens et dans l'autre. Megan Smith, ici, c'est la nouvelle CTO des États-Unis. C'est-à-dire elle est à la Maison-Blanche, chargée de superviser toute l'infrastructure technologique du gouvernement fédéral des États-Unis. Et elle était avant vice-présidente de Google. Donc c'est une brillante étudiante du MIT, très précoce, extrêmement respectée. Elle était vice-présidente elle a dirigé Google X, les projets expérimentaux de Google. Elle a été vice-présidente du développement de Google et elle a rejoint l'administration. En sens inverse, vous avez à droite David Plouffe. David Plouffe, c'était l'organisateur en chef de la campagne de 2008. C'est lui qui a été chargé de créer Organizing for America, dont je vous parlais. Vous savez ce qu'il fait David Plouffe maintenant? Il est directeur du lobbying de Uber. Et il y a un article passionnant que je vous recommande, paru dans Bloomberg, qui s'appelle « This is how Uber takes over a city », qui est sur comment Uber a conquis la ville de Portland, une ville qui est très à gauche, qui est très écologique, qui n'aime pas la violence, qui n'aime pas la brutalité, qui est extrêmement protectrice de son équilibre social, et donc a refusé d'abord Uber de plein de manières. Et Uber a fini par conquérir Portland avec une stratégie extrêmement sophistiquée, mêlant justement du lobbying à l'ancienne, c'est-à-dire il y a beaucoup d'argent chez Uber, donc beaucoup de lobbying, mais aussi toutes les leviers de mobilisation citoyenne, tout l'engagement de la multitude, l'enrôlement de la multitude dans cette mobilisation qui a été inventé par Saul Alinsky, expérimenté à grande échelle en 2008, et celui qui le faisait à l'époque, c'était David Plouffe, et maintenant il le fait pour Uber. Donc c'est ça la porosité qui existe maintenant entre les entreprises numériques et la vie démocratique aux États-Unis. Alors évidemment, cette porosité, la pratique des campagnes, de la conquête, l'amorçage à petite échelle et la croissance spectaculaire, ça finit par se perpétuer, même si ça a moins bien marché initialement, dans la mise au point des politiques publiques. Donc ici, vous avez quelques exemples de personnalités qui sont en train de défricher un peu qu'est-ce que les politiques publiques dans une démocratie qui met à niveau ces institutions pour les adapter au numérique. Donc, Doug Searls, à gauche, c'est l'inventeur du VRM. Alors, c'est aussi le co-auteur d'un grand bouquin qui date de 1999 qui s'appelait le Crew Train Manifesto. Et le Crew Train Manifesto, c'est le premier livre, c'est plusieurs années avant Facebook, qui dit Internet, contrairement à ce que toutes les entreprises croient, c'est pas un canal de distribution de plus ou c'est pas un média de plus. C'est un endroit dont les gens vont s'emparer pour discuter entre eux. Et cette discussion, elle va finir par dominer
Et si les entreprises veulent se faire entendre des individus, ils pourront plus utiliser les porte-voix qu'ils utilisaient avant, à passer des spots de pub sur TF1. Ils devront s'immiscer dans ces conversations que les individus ont entre eux, et s'immiscer avec modestie, avec discrétion, avec une authenticité dont elles sont incapables. Et donc c'était ça qu'annonçait Doxers. Il disait les entreprises sont incapables d'être aussi authentiques que les individus dans les conversations sur Internet. Et donc il est dans cette grande tradition de prise de pouvoir par les individus, de consumérisme, de défense des intérêts du consommateur. Et maintenant, il promeut quelque chose qui s'appelle le Vendor Relationship Management, VRM. C'est en gros, dans le monde ancien, on était manipulé par les gens qui avaient des choses à nous vendre. Ça s'appelle le Customer Relationship Management. Donc il y a des données sur nous dans des bases de données, et puis les gens manipulent ces données pour nous forcer à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Aujourd'hui, grâce au numérique, on peut renverser le rapport de force. Et plutôt que d'être managé par les entreprises, nous, consommateurs, on peut manager les entreprises et les mettre en concurrence pour les forcer à nous vendre des choses plus personnalisées, moins chères, de meilleure qualité. Et ça, il le fait aujourd'hui, maintenant, dans l'administration fédérale. C'est-à-dire qu'il y a un programme de fellowship, en gros, où comme ils veulent changer plus vite, changer la relation à l'administré, ils font venir des gens du numérique qui prennent le contrôle de programmes entiers dans des ministères de l'administration fédérale américaine. Et Doxers, j'ai oublié dans quel ministère c'est, mais en gros, il est hacker et une résidence dans un ministère américain pour essayer d'installer ce rapport différent avec les individus. Alors O'Reilly, là on monte en altitude, c'est le grand théoricien de l'open government ou de gouvernement à plateforme, c'est-à-dire l'idée que l'État ne doit plus être un prescripteur ou un ordonnateur, il doit être une plateforme qui met à disposition des ressources dont les individus s'emparent pour concevoir et opérer eux-mêmes les politiques publiques. Elisabeth Grodholm-Lulin est notre experte nationale sur le sujet. Elle a écrit une note que je vous recommande vivement il y a quelques années pour l'Institut de l'entreprise qui s'appelle Service public 2.0. Comment on peut résoudre la crise de nos services publics en confiant une partie de leur opération aux citoyens eux-mêmes qui connaissent bien mieux leurs propres besoins et qui vont pouvoir se coordonner entre eux pour rendre les services publics moins cher, plus efficace et surtout plus personnalisé. Et donc tout ça, pour moi, ça fait écho à un article qui m'a énormément marqué, qui date de 2011, qui est un article de Matt Bai, donc grand reporter politique du New York Times, et qu'il a écrit le jour de la mort de Steve Jobs. En fait, et vous voyez, ça s'intitule « What Steve Jobs ?» Qu'est-ce que Steve Jobs avait compris que nos hommes politiques ne comprennent pas? Steve Jobs avait compris que la puissance d'une grande entreprise comme Apple, qui est la première valorisation boursière mondiale, qui a des ressources technologiques extraordinaires, qui a des centaines de millions de clients, ça doit être mis au service d'une chose et d'une seule, c'est la personnalisation de l'expérience. Les gens, ils sont tous différents, ils ont conscience maintenant qu'ils sont tous différents, ils ne veulent plus tous être traités de la même manière. Et ce que les hommes politiques n'ont pas compris, c'est que l'ère des politiques publiques uniformes qui rendent le même service à tout le monde partout sur le territoire est terminée. Les gens prennent ça comme une insulte. Et les entrepreneurs du numérique leur montrent le chemin de comment, même à très grande échelle, à l'échelle de centaines de millions de personnes, on peut rendre un service personnalisé à chacun parce qu'on sait écouter les différences et on sait enrôler les individus dans la coproduction du service. Donc vous voyez, on n'est pas encore dans des réalisations titanesques de rupture, mais l'appropriation théorique de tout ça, elle est déjà très avancée et commence d'être mise en œuvre par des pionniers comme Doxers dans cette alliance qui est en train de se nouer sous nos yeux entre les dirigeants politiques américains et la Silicon Valley. Tout ça, évidemment, ça s'enracine dans quelque chose de plus ancien. Pour ceux qui, comme moi, sont passionnés d'histoire des idées politiques, et notamment à gauche, les grandes refondations idéologiques des grands partis de gauche anglo-saxons dans les années 80-90 ont été faites sur ce mode-là. C'est-à-dire les gens ont dit les dirigeants du Parti démocrate aux États-Unis, du Parti travailliste en Grande-Bretagne ont dit les gens ne nous supportent plus parce que tout ce qu'on leur propose, c'est la même chose pour tout le monde. Et donc on est accusé de niveler par le bas, bref, d'être indifférent à l'individualité de chacun. Et donc ils ont refondé, ils ont revisité leurs valeurs, c'est-à-dire la justice sociale, le progrès partagé, que sais-je, et ils ont mis au point cette idée très simple, élémentaire, qui est que les services publics ne pourront défendre leur légitimité que s'ils apprennent à servir chaque individu différemment. Bref, avant même l'économie numérique, Clinton est élu président en 92, Blair accède au pouvoir en 97.
il y a cette idée très profondément enracinée de dire, enfin, il y a un discours historique de Blair qui a été traduit par le think tank En Temps Réel que vous trouvez en ligne sur les services publics qui date de 1994. Il dit la meilleure manière de sauver nos services publics, c'est de montrer aux citoyens qu'ils peuvent être traités de façon personnalisée. Et pour un service public qui les traite de façon personnalisée, ils accepteront de payer plus d'impôts et on retrouvera des bonnes raisons de mutualiser nos ressources. Alors ensuite, j'en ai presque fini, mais tout ça, ça s'accélère, c'est-à-dire on n'est probablement pas loin du point où on va commencer à très bien comprendre et à découvrir et même à mettre en œuvre comment doit fonctionner la démocratie dans une société plus numérique. La preuve de ça, c'est que maintenant il y a un nom, une étiquette collée là-dessus. Hein. L'innovation dans les campagnes électorales, ça s'appelle les civic tech. Et Arthur et Thibault sont des entrepreneurs dans les civic tech. Alors les civic tech, ça date de 2008. Hein. Avant 2008, il n'y avait pas de civic tech, mais dès 2008, des gens de l'équipe d'Obama ont mis au point des trucs incroyables qu'ils ont ensuite valorisés dans des entreprises. Ils ont vendu des services de mobilisation citoyenne, y compris à des marques, à des entreprises, et maintenant ils exercent leur savoir-faire chez Uber. Et pourquoi il y a des civic tech? Pourquoi il y a en fait énormément d'innovation dans les campagnes électorales, plus que dans l'exercice du pouvoir? C'est parce que les campagnes électorales aux États-Unis, elles concentrent énormément d'argent. Vous savez que chaque année, enfin chaque élection présidentielle, on bat un record. Ici, vous avez un graphique très intéressant dans un article. Pardon. Il y a une idée qui nous tient à cœur beaucoup ici à The Family, parce que c'est l'une des discussions il y a plusieurs années entre associés de The Family qui a donné naissance à The Family. On se disait, mon associé Oussama Amar et moi, que les campagnes présidentielles américaines, c'était les startups ultimes. C'est-à-dire ça commence à toute petite échelle dans une primaire dans l'Iowa. On rencontre ses premiers utilisateurs là-bas, et puis si ça prend, on commence à les enrôler, et puis on commence à lever beaucoup d'argent pour financer le déploiement sur tout le territoire dans une période de temps contrainte par l'échéance de l'élection. Et ça, c'est une dynamique qui ressemble trait pour trait au développement d'une start-up jusqu'à la découverte de son modèle d'affaires. Ensuite, quand on a découvert son modèle d'affaires, il faut l'opérer, c'est pas évident. Il faut le déployer. C'est de même que quand on accède à la Maison Blanche, il faut gouverner. C'est pas évident. C'est pas du tout le même exercice. Mais la campagne électorale, ça ressemble vraiment à une start-up. Et donc, j'ai été extrêmement heureux il y a quelques semaines de découvrir que le New York Times avait intitulé un article littéralement comme ça. Why a presidential campaign is the ultimate startup. Et ils le montrent avec des chiffres. Ils disent voilà, ça c'est le financement comparé d'une campagne électorale présidentielle américaine et de grandes entreprises numériques sur leurs 21 premiers mois d'existence. Donc vous voyez, tout en haut, vous avez Obama, campagne 2012, Romney, campagne 2012, un peu en dessous, d'ailleurs il a perdu. S'il avait levé plus de capital, il aurait peut-être gagné. Et Snapchat, Twitter, Facebook, Uber. Et donc vous voyez comment en fait l'effort d'innovation et de croissance est beaucoup plus concentré, beaucoup plus intense dans une campagne électorale qu'il ne l'est dans une entreprise numérique, même très grande comme Facebook ou Uber. Et donc c'est pas du tout étonnant que maintenant on parle de civic tech et que l'innovation commence à produire ces ruptures, ces nouveaux modèles, ces nouvelles manières d'interagir avec le citoyen. Et comme je l'ai dit, c'est plus difficile pour l'exercice du pouvoir. Alors pour vous donner quelques pistes de comment ça finira par survivre à l'exercice du pouvoir, je voudrais vous présenter Cory Booker. Alors Cory Booker, c'est un sénateur du New Jersey, un démocrate. Maintenant, il y a le premier noir républicain au Sénat des États-Unis. Hein. L'un des sénateurs de Caroline du Sud est noir. Mais jusqu'à une date récente, tout noir au Sénat était un démocrate. Et il y en avait très peu. Donc Cory Booker, il était avant maire de Newark. Et donc Cory Booker, il avait une particularité, c'est parce qu'il est moderne, plus jeune, et qu'il a un peu travaillé dans le private equity, donc il a une familiarité un peu avec le monde du capital risque. Il a décidé, quand il a été élu maire de Newark, d'utiliser activement les réseaux sociaux, et notamment Twitter. Et donc, ça c'est son Twitter handle. Il a utilisé Twitter pour interagir de façon extrêmement fréquente pour communiquer en direction de ses administrés, et puis pour interagir avec eux. Et il a explosé politiquement et il a été mis en liste pour devenir sénateur du New Jersey au moment des grandes inondations qu'il y a eu dans le New Jersey. Enfin, il y avait des grandes tempêtes, enfin, des calamités. Bref, les gens étaient inondés, prisonniers dans leur maison sans électricité. Et là, il s'est transformé en super-héros des temps modernes et il s'est mis à aller de partout et à sauver les uns et les autres en rentrant en contact avec eux par Twitter. Donc là, vous avez, je trouvais dans un article des petits extraits. Donc voilà, alors je vis à tel endroit, j'ai un petit enfant qui a 2 semaines
et j'ai toujours pas de chauffage et d'électricité. Et là, ils disent, pas de problème, je vais vous apporter de la nourriture et des couches. Juste envoyez-moi en message privé votre adresse exacte et j'envoie mon équipe de choc qui va vous sauver. Même jour ou même moment. J'ai 11 ans, je m'appelle Shannon, voilà, j'ai plus d'électricité depuis lundi. Ma maman ne peut plus cuisiner, on n'a pas de chauffage et j'ai de l'asthme. Alors il dit pas de problème, mon équipe vient te retrouver, etc. Non, mon équipe est venue frapper et personne n'a répondu. Qu'est-ce qui se passe? Envoie-moi les détails en message privé, etc. Bah, c'est parce que la sonnette est cassée. Bref, dites-leur de crier mon nom quand ils arrivent. Voilà. Et donc, il a créé un lien extraordinaire avec ses administrés qui l'ont réélu dans un fauteuil à chaque élection. Mais jusqu'ici, et ça vous montre que c'est difficile, en fait, il s'est mis à beaucoup moins tweeter quand il a été élu au Congrès, au Sénat. Parce que tout d'un coup, il y a beaucoup plus de monde, hein, c'est tous les électeurs du New Jersey, puis il connaît moins bien le terrain. Newark, il connaissait les moindres rues, les moindres recoins, donc ça lui est très facile de nouer un lien privilégié. Et donc on voit bien que ça résiste moins bien à la grande échelle, mais en même temps, des défricheurs comme Cory Booker vont commencer à rétroagir de l'intérieur sur le système, parce que ce lien privilégié dont ils arrivent investis, même au Sénat des États-Unis, va leur faire voir les choses d'une façon différente, va leur apprendre à interagir avec leurs électeurs de façon différente, va changer aussi leur relation avec les autres sénateurs, leur technique de négociation pour emporter des voix et faire avancer des projets. Bref, c'est comme ça que ça progresse. C'est pas on change tout d'un seul coup, c'est on fait monter, grandir des dirigeants d'une nouvelle génération qui vont à leur échelle personnelle, d'abord sur le terrain, puis ensuite dans les hautes sphères, changer les pratiques démocratiques. Et ils le font en s'emparant des ressources qu'on met de plus en plus à leur disposition. Et je conclus là-dessus. Hein, c'est l'un des grands chantiers très prometteurs, c'est l'ouverture des données. L'ouverture des données, c'est le terreau sur lequel on va mettre en place, on va réussir à perpétuer cette manière différente de vivre ensemble en démocratie, parce que ouvrir les données, comme vous le savez, c'est un sujet qui m'est cher parce que mon co-auteur Henri Verdier s'occupe de ça dans l'administration française aujourd'hui. Ça permet de rendre des comptes sur les résultats, de comparer ce qu'on fait aux promesses de campagne. Ça permet de personnaliser le service. Quand vous ouvrez les données, vous allez pouvoir comparer la situation particulière d'un administré à des données agrégées et d'adapter à la marge la façon dont vous lui rendez le service pour qu'il soit satisfait, servi de façon personnalisée. Ça permet aussi d'enrôler le citoyen dans la coproduction du service, parce que quand on commence à ouvrir des données publiques, les administrations n'ont plus le monopole de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques. D'autres peuvent venir s'emparer de ces ressources, de ces données, créer des applications qui répondent à des besoins que personne n'avait vus, qui n'étaient compris qu'au niveau du terrain, très loin des sphères dirigeantes. Et c'est comme ça, par l'ouverture des ressources, par l'installation de nouvelles générations de dirigeants imprégnés de cette nouvelle culture, qu'on va progressivement découvrir quelles sont les institutions de la démocratie de demain. Alors on en a vu un aperçu, mais inutile de s'étendre, lors du printemps arabe. Il y avait tous ces grands discours sur est-ce que Twitter est devenu le principal instrument démocratique, le principal instrument d'expression et de prise du pouvoir et pour faire entendre ses revendications. On va avoir des progrès considérables, je pense, on pourra en reparler peut-être avec le blockchain, c'est-à-dire Bitcoin et son infrastructure qui permettent de créer des relations. Un entrepreneur est venu me voir, un entrepreneur belge qui a vendu une très belle boîte il y a quelques années aux États-Unis, qui dit maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de créer avec blockchain des manières pour les gens de se rassembler, de mettre en commun des ressources. Aujourd'hui, vous dites, bon on est 1000, on a chacun 100 € à mettre pour faire avancer une cause. C'est très compliqué. Il faut aller à la préfecture, créer une association, ouvrir un compte en banque. Avec blockchain, vous pouvez faire ça de façon hyper simple, hyper spontanée, de façon sécurisée et en toute confiance. Mutualiser des ressources au service d'une cause, avancer très vite, faire avancer des idées. Bref, le printemps arabe, c'était peut-être qu'un avant-goût de ça, et tout ce qu'on voit en Grèce, en Espagne, c'est qu'un avant-goût de ça, parce que quand les technologies seront là, les infrastructures seront là, les données publiques seront là, la prise de pouvoir et l'exercice de la puissance par la multitude va faire émerger à toute vitesse ces nouvelles institutions dont nous avons besoin. Merci. On va essayer d'être à la hauteur de tout ce qui vient de nous être dit, ça va être compliqué.
Il y a un truc fascinant ce soir, c'est que j'ai quand même pendant 10 ans, effectivement, je me suis occupé d'une institution universitaire, en tout cas dans sa partie de formation. Il y avait un grand sujet de désolation chez les professeurs, c'est qu'à chaque fois qu'on programmait des cours sur la démocratie, généralement on les vidait. Je veux dire par là qu'il y avait un effet de prestidigitation des différents orateurs, c'est qu'ils parvenaient toujours à commencer leur cours dans le plus grand amphithéâtre de l'institution pour le terminer dans le plus petit. Parce qu'au fur et à mesure du semestre, ils perdaient des étudiants. C'est un peu le contraire avec vous ce soir, puisque je crois qu'on peut dire sans trop se tromper que c'est la séance du cycle qui semble susciter, en tout cas de votre part, le plus d'intérêt. Donc j'y vois un indicateur puissant. On va discuter de tout ce qui vient de nous être dit, puis on va aller au-delà également, puisqu'il y a eu pas mal de choses, ou en tout cas de réflexions qui ont été conduites ces derniers mois sur ces questions, et c'est sans doute pas ce soir la dernière fois qu'on en parle, avec donc Arthur Müller, qui vous a été présenté tout à l'heure par Nicolas, avec Camille également, qui nous parlera un peu de renaissance numérique, et puis de ce que Terra Nova, Montagne et d'autres ont pu faire avec ce think tank, et ainsi qu'avec Thibaut. Il y a une certaine jeunesse, je suis le plus vieux de la tribune, je pense, de très loin, tout autour de cette table ronde, et c'est bien aussi pour parler de démocratie. Si je retiens un mot, au fond, et c'est sans doute pas le bon mot, mais j'aimerais qu'on ait notre conversation en partant de celui-ci, si je retiens un mot, ou en tout cas un sentiment de la présentation de Nicolas, c'est qu'au fond, il y a une attente d'efficacité. Il y a une attente d'efficacité. Alors l'efficacité en démocratie, c'est toujours très compliqué parce que les anti-parlementaires de la Troisième République attendaient aussi une forme d'efficacité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en cristallisaient ou qu'ils en concevaient une forme de rancune ou en tout cas de détestation du Parlement. C'est le sentiment que le Parlement n'allait jamais assez vite, n'allait jamais assez loin, ne faisait pas les choses. Et j'aurais voulu, au fond, demander à nos panélistes ce soir si, au fond, cette attente d'efficacité du public, jusque dans le détail, est au fond la manifestation d'un besoin de démocratie, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque de tyrannie aussi à un moment ou à un autre, à vouloir toujours plus d'efficacité? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le citoyen ne devient pas, au fond, un enfant gâté ou un enfant dangereux, dans ce sens que son besoin d'efficacité, au fond, serait contraire à l'intérêt général, hein, qui était au seuil de l'exposé de Nicolas. Qui commence? Camille? Merci. En effet, je crois qu'il y a une attente. Je vois deux choses. Il y a une attente, comme des consommateurs peuvent développer une attente envers des services, que disait Nicolas. On le voyait avec les taxis. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse corréler une attente de consommateurs avec une attente de citoyens. La crise des taxis montrait pour moi deux choses. Elle montrait une certaine déconnexion des élites. D'abord, elle est évidente. D'un côté, on avait Uber Pop, l'application la plus téléchargée. De l'autre, on avait un discours unanime des politiques sur le fait qu'il fallait interdire l'application. Et autre signe, pour moi, de la déconnexion des élites, c'est que justement, on avait un discours unanime des politiques. Alors que pour une fois, on avait le débat, on avait des citoyens qui étaient prêts. Uber a fait la une de tous les médias parisiens compris. Et on posait des questions qui étaient profondes. C'est-à-dire, on ne demandait pas juste aux politiques d'être pour ou contre le numérique. On leur proposait de se positionner sur quelle vision sociale vous avez du politique. Comment est-ce qu'on peut faire de la crise de Uber un vrai sujet et inclure par là le numérique comme un vrai levier démocratique. Et donc, sur la question des attentes, en fait, ce que ça montre, c'est que si on ne peut pas corréler, à mon avis, l'attente des consommateurs à l'attente du citoyen, ce qui est vrai, c'est que la frustration, elle est peut-être pareille. C'est-à-dire qu'on va avoir des politiques qui se montrent complètement insensibles ou qui, en tout cas, ne prennent pas en main ces enjeux, même quand on leur propose de le faire de façon plus simple, comme on l'a fait avec, je pense, la crise Uber. Donc des politiques qui refusent l'efficacité ou qui ne comprennent pas le potentiel d'efficacité du numérique, c'est ça? Oui, mais oui, voilà. Alors après, moi, je polisserais peut-être davantage. En parlant d'efficacité, pour le débat, j'ai oublié de le dire et je profite d'un instant de respiration de Camille. Vous avez normalement sur vos chaises un petit flyer qui vous explique comment interagir avec les panélistes. Alors, il y a un moyen d'interaction tout simple, mais vous êtes nombreux. C'est de lever la main et de nous arrêter à un moment ou à un autre. Il y a un moyen qui a très bien fonctionné jusqu'alors, hein, qui consiste à
Et d'ailleurs, ça permet à tous de profiter de vos remarques, puisqu'on ne pourra pas prendre toutes les questions, vous en doutez, mais d'interagir avec nous. Est-ce que vous avez tous ce petit flyer? Est-ce que vous avez besoin d'une explication technique plus aboutie? On compte sur vous alors. Pardon Camille. Non, mais alors si je peux garder encore 2 minutes la parole sur ce sujet des attentes, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on a aussi tous, en tant que nous, acteurs intermédiaires et éclairés peut-être au moins sur ces sujets numériques, une responsabilité d'être pédagogique et d'avoir un discours aussi qui s'attaque aux problèmes que soulève le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une mobilisation en ligne n'est clairement pas la même chose qu'une mobilisation dans la rue. Quand des millions de personnes signent une pétition sur le chaloupage en haute mer, je ne suis pas sûre que ces millions de personnes seraient descendues dans la rue pour défendre la même cause. Et ça, si personne ne met vraiment les mots dessus, je pense que les politiques le ressentent. Et donc, cette sorte de magma de voix qui émane d'Internet, on a aussi besoin de travailler dessus, et peut-être pas de dire tout de suite c'est la solution, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on a les outils pour faire, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit d'autres plateformes très bonnes en France qui sont développées pour ça, on a les outils pour faire remonter ces positions, mais je crois qu'il y a aussi besoin d'avoir du recul sur quel discours on développe sur Internet et comment est-ce qu'on l'institutionnalise. Je crois que la vraie question, elle est là. Arthur, le souci d'efficacité, alors levier ou danger pour la démocratie? En tant que citoyen, en tant que consommateur, je perçois bien ce que tu disais. Et entrepreneur de oui, Civic Tech. Je vais me présenter. Oui. Je perçois bien ce que tu disais, Nicolas, sur le fait qu'il y a un contraste très fort entre ce à quoi on est habitué aujourd'hui dans l'efficacité des services qu'on utilise et la manière dont on peut voir que le gouvernement fonctionne. Donc moi je me présente, je m'appelle Arthur Muller, je dirige l'IEG Muller-Ponce, qui est une start-up en stratégie électorale et qui correspond assez bien en fait à ce que Nicolas a raconté à propos des campagnes américaines. Et je vais peut-être commencer par ça pour présenter un peu comment en tout cas moi je me suis intéressé à ces sujets. Il se trouve que moi j'étais aux États-Unis en 2008. Je finissais mes études à Boston et je n'étais pas particulièrement intéressé par ces questions de démocratie et de campagne électorale, en tout cas pas à titre professionnel. Mais je me suis dit, je suis aux États-Unis, il faut que je vois à quoi ça ressemble. C'est la campagne du 21e siècle, c'est la plus belle campagne jamais réalisée, il faut que je vois comment ça marche. Ce à quoi je m'attendais, en ayant lu les médias français notamment, c'était en effet une campagne hyper technologique. Donc je me disais, avec un clic, en effet, on peut gagner des centaines de milliers de voix, organiser des militants. Et moi, ce que j'ai vu aux États-Unis, c'était à l'inverse des gens qui faisaient du porte-à-porte. Le truc le moins technologique, le moins moderne qu'on puisse concevoir, qui ressemble davantage à l'organisation de la politique des années 50 ou même du 19e siècle. Et justement, ce que réalisaient les Américains, c'était ce porte-à-porte 2.0, si on veut. En gros, l'idée était de faire du contact direct avec les électeurs, mais d'utiliser les outils numériques pour le faire. À quel titre? Une grosse partie analyse de données pour aller parler aux gens qui sont le plus susceptibles d'être intéressés par les campagnes américaines. Et après, un second point pour coordonner les gens et en effet être capable de réaliser des campagnes électorales à une échelle beaucoup plus grande. Et là, on voit bien les avantages du numérique qui sont que les barrières à l'entrée sont beaucoup plus légères, c'est beaucoup plus facile de participer à une campagne quand il suffit de s'inscrire sur un site web. Et ça, c'est ça l'idée que je trouve particulièrement intéressante et qui nous a donné, nous, envie après de faire une boîte et de proposer ces services aux campagnes aujourd'hui en France. Ce qui fait que nous, on est un peu des demi-barbares, au sens où on travaille avec les pouvoirs en place pour qu'ils les aident à se barbariser eux-mêmes un peu, pour éviter qu'ils se fassent dépasser. Et sur le débat qu'on a commencé à avoir, moi, ma vision, c'est que, en effet, ce qui est très puissant dans les questions démocratiques et ce qui est absolument essentiel, c'est d'arriver à recréer un lien personnel entre les gens. Je pense en effet que l'idée d'avoir un seul discours uniforme qui est plaqué sur l'ensemble de la population ne correspond plus à ce que les gens veulent. Et il faut qu'il y ait des relations interpersonnelles entre eux. Et on sait, il y a pas mal d'études là-dessus qui montrent que c'est quand ces relations interpersonnelles sont fortes que, par exemple, les gens vont voter. C'est pour ça qu'on va voter, c'est parce qu'on connaît d'autres gens autour de soi qui votent. C'est pour ça qu'on participe à un mouvement, c'est parce qu'on connaît d'autres gens autour de soi qui le font. Et d'utiliser le numérique pour promouvoir ces relations interpersonnelles. Mais ces relations interpersonnelles, elles peuvent se faire offline. Elles ne sont pas nécessairement en ligne. Et aujourd'hui, les exemples les plus réussis demeurent des interactions physiques, mais qui sont organisées et rendues possibles par le numérique. Et là, à mon avis, on a une des choses qui a montré que ça pouvait marcher et qui peut être pertinent pour résoudre un des problèmes principaux aujourd'hui de la démocratie, qui est la faible participation et la défiance des citoyens envers les hommes politiques. Nicolas, tu te prépares à répondre à la question qui a été
Bonjour, donc moi je m'appelle Thibaut Favre. Donc moi je travaille sur une initiative qui est toute récente, dont l'objectif en fait est d'organiser une primaire démocratique ouverte pour les élections de 2017. Donc en fait, parce que je pense que oui, il y a une crise d'efficacité, mais avant même l'efficacité, je pense que plus grave encore, il y a une crise de la représentativité. C'est-à-dire que moi je regarde tous les mois les sondages du Cevipof, et il y a des chiffres qui sont, quand on vient du monde des startups, il y a des chiffres qui sont vraiment choquants. Le premier étant le pourcentage de Français qui ont une mauvaise ou très mauvaise image des partis politiques. On est à 91%. C'est un chiffre en monde startup, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une dissatisfaction incroyable. Et c'est pour ça, en fait, et quand on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'aime pas nos partis politiques, mais pourtant on va continuer de voter pour des gens qui sont issus des partis politiques. Et en fait, la conclusion logique, c'est que les partis politiques, aujourd'hui, mine de rien, ils ont le monopole, en fait, sur la désignation des candidats aux élections. Et donc la question, et celle à laquelle on essaye de répondre, c'est est-ce que, à travers la technologie, on peut arriver à trouver un process qui permette de faire émerger des candidats de manière démocratique et représentative. Donc ça, c'est le projet, donc ça s'appelle Démocratech. C'est le projet sur lequel on travaille. Et donc voilà, et je pense que l'efficacité, pour moi, vient même dans un second temps. Le premier problème, quand tu disais sur la crise des taxis, voilà, je pense que ce qui choque les gens, c'est que voilà, le gouvernement a accédé aux demandes des taxis très rapidement et en faisant fi, en fait, oui, alors les taxis ont le droit de renverser les Uber, de jeter des pierres et ça dérange personne. Par contre, voilà, Uber, lui, n'a pas le droit. Enfin, je ne prends pas parti, mais on sentait vraiment dans la réponse du gouvernement que, bah oui, on écoute une corporation, mais on n'écoute pas les citoyens. Et je pense que le premier problème, c'est un problème de représentativité. Nicolas, est-ce que, premièrement, tu as un élément à nous apporter de réponse? Personne ne nous demande donc si le vote entièrement électronique a déjà été testé en France. Sur le vote électronique, moi je pensais, Dans des municipales, je pensais l'aborder, finalement je ne l'ai pas fait. On sait qu'aux États-Unis, on a remplacé les vieux isoloirs dans beaucoup d'États maintenant par des machines à voter. C'est-à-dire c'est du vote électronique mais qui reste en présence. En présence, voilà, sur les lieux du bureau de vote. Mais à une époque, ça a exposé à des doutes sur certaines élections. En Floride, etc. Exactement. Et enfin non, en Floride, c'était encore des poinçons, oui, etc. Mais justement, le vote électronique, après, il y a eu d'autres cas. Alors, à ma connaissance, j'en sais rien, à vrai dire. C'est bien possible que dans certains États... Oui. Arthur sait. Arthur et Camissa, on va leur redonner le micro. La grande interrogation qu'on a sur le vote électronique, c'est que, comme le disait Arthur, l'interaction entre les gens est critique dans la décision d'aller voter, mais même le cérémonial de l'isoloir crée une interaction peut-être pas directe, mais un rite, installe un rite qui joue un rôle déterminant dans la gravité de la prise de décision qu'on fait dans l'isoloir. Et le problème du vote électronique, c'est que ça renvoie la décision dans le cadre de son salon, de son bureau ou son portable dans le métro, etc. et voter en 3 secondes comme on clique sur une pétition en ligne sans vraiment être convaincu. Bref, il y a plein de gens ont des doutes sur est-ce que l'exercice démocratique sort intact de ça. Alors peut-être qu'il sort intact si, au lieu de voter tous les 5 ans, on utilise le vote électronique et l'abaissement de la barrière à l'entrée à l'organisation d'élections pour multiplier les points de rendez-vous, faire voter sur... bref, si on installe une sorte de démocratie directe, mais qui va être tellement itérative, récurrente et fréquente qu'on va échapper aux dérives terribles de la démocratie directe telles qu'on les voit dans des cas extrêmes comme la Californie, par exemple, où les citoyens manipulés par des intérêts puissants verrouillent tout le système politique et l'empêchent de prendre quelque décision que ce soit. Alors, on a glissé de la crise au fond du résultat de la démocratie, sur lequel j'ai souhaité commencer à vous interroger sur la crise de la participation. Restons un instant sur la crise de la participation et cette question du vote électronique, et puis on avancera dans le débat. Du coup, je vais répondre sur la partie monde. Sur le vote électronique, je crois qu'il y a un de nos voisins européens qui est quand même très intéressant, qui est l'Estonie. L'Estonie a mis en place... C'est pas tout à fait un voisin. Oui, c'est vrai. L'Estonie a mis en place un vote électronique et je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à tirer de cette expérience. Les gens votent plus ?
Alors, les gens ne votent pas plus, et les gens qui votent en ligne ne sont pas plus jeunes, ce qui est intéressant. Donc, ça ne lutte pas contre l'abstention. Par contre, sur les problématiques que soulevait Nicolas Colin et qui ont été soulevées dans un rapport parlementaire l'année dernière, je crois, sur la faisabilité du vote en ligne, auquel on a dit, oula, surtout pas, restons dans notre isoloir. On a quand même des mécanismes, par exemple le fait que le vote en ligne en Estonie, on peut voter pendant une semaine. Et si jamais, à la fin, finalement, on décide d'aller voter dans l'isoloir, ce sera le vote de l'isoloir qui compte. Donc là, on résiste à des questions de pression. Enfin voilà, donc c'est des choses assez précises, mais oui, le vote en ligne est complètement faisable dans un pays où il y a une identité numérique qui est très forte, où chacun peut mettre sa carte d'identité pour se loguer dans son ordinateur, et où du coup, ça répond aussi peut-être à la question de on clique comme on clique sur une pétition. Non, puisqu'il y a quand même cette identité administrative développée en Estonie. Alors Arthur, tu vas nous apporter un compliment, mais je voudrais durcir la question. Parce qu'on a beaucoup parlé de politique ce soir, mais on a aussi consacré une séance des barbares au monde professionnel, au paritarisme. Est-ce qu'au fond, un des champs d'expérimentation du vote électronique, ça pourrait pas être les élections étudiantes, dont on sait qu'elles sont à des niveaux de participation qui sont au fond assez indigents, et puis pourquoi pas demain, en testant ça sur certaines branches ou certaines entreprises, un moment au fond de renouvellement du travail syndical, ou en tout cas de la représentation des salariés dans les entreprises? Honnêtement, j'ai pas d'opinion sur le sujet des syndicats. J'avoue que je n'ai jamais participé moi-même à une élection dans une entreprise, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Sur le vote électronique, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser intuitivement que c'est quelque chose qui fait augmenter la participation, parce qu'on se dit que les barrières aujourd'hui à la participation démocratique, c'est parce que les gens n'ont pas assez accès aux ressources. Donc là, ils n'auraient pas assez accès au vote, et donc en ouvrant le vote en ligne, eh bien, on augmente l'accès. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Le problème aujourd'hui de la participation démocratique, ce n'est pas que les gens n'ont pas accès au vote, c'est que ça ne les intéresse pas. C'est un problème d'engagement de leur part, ce n'est pas un problème de difficulté à l'accès. Et donc en ce sens, le fait d'ouvrir le vote électronique, et ce n'est pas du tout certain que ça augmente la participation. Et en France, on a un exemple intéressant, qui est lors des dernières élections municipales, il y a eu des primaires organisées dans certains partis. Il y en a notamment une organisée à Paris, au sein de l'UMP, où il y a eu une primaire pour désigner la future candidate Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y en a également eu une à Marseille, cette fois-ci qui était organisée par le Parti socialiste. Et la primaire parisienne était en ligne, évidemment, parce qu'à Paris on est moderne, on fait ça en ligne. À Marseille, on fait ça en envoyant des bus dans les cités pour ramener les gens pour aller voter. Évidemment, ils ne l'ont pas fait en ligne, ils l'ont fait en physique. Et la participation était nettement plus élevée à Marseille qu'à Paris. Donc à Paris, il y a à peu près 7% des électeurs de Nathalie Kosciusko-Morizet qui ont participé à la primaire. À Marseille, il y a 13% des futurs électeurs de la candidate PS, qui s'appelait Madame Carlotti, qui ont participé à la primaire. Donc là, je pense qu'on a un très bon exemple où le numérique en tant que tel n'est pas un contributeur d'engagement et de participation, peut-être même à l'inverse. Le cas marseillais pouvant peut-être souffrir de certains biais. Non, mais il est très révélateur, qui est que pour vraiment faire voter les gens, eh ben, il n'y a pas mieux qu'une forme, en un sens, de clientélisme, puisque c'est le cas à Marseille, mais c'est qui active des réseaux sociaux de proximité qui sont plus difficiles à activer dans le cas du numérique. L'Estonie est au cœur de la soirée. e-Estonia pourrait être mentionné dans le débat. Je ne sais pas ce que e-Estonia. Toutes les questions nous arrivent d'un coup, c'est un peu dommage. On va essayer de les reprendre, je les ai sur l'iPad. Je reviens un instant sur mon point, parce que Arthur n'a pas voulu me répondre, mon Dieu. Là, je vois le déferlement, donc je promis, je vais regarder l'iPad tout de suite pendant que l'un de vous trois me répond. Moi, j'aimerais revenir un instant, sur cette question des élections professionnelles. Et du vote électronique dans les élections professionnelles, parce que Arthur nous a dit qu'il ne répondrait pas, mais est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut s'essayer à une réponse sur cette question-là? Parce que pour le coup, s'il y a vraiment des élections qui souffrent de grands taux d'absentéisme, en tout cas de non-participation, ce sont celles-ci. D'abstention, pardon, pas d'absentéisme. Moi, je pense personnellement que la vie syndicale ne peut pas être réduite aux échéances des élections. Et que demain, la puissance des syndicats, elle se mesurera à leur capacité de mobilisation au quotidien plutôt qu'à leur score un peu factice lors d'élections. Si j'en crois pour ceux qui étaient là le soir des barbares attaques, au fond, le paritarisme, on avait vu que même parmi, au fond, les plus réformateurs des partenaires sociaux, puisqu'on avait le patronat et les syndicats, il n'y avait pas à ce stade de pensée vraiment stratégique par rapport à ces questions. On peut le dire comme ça, sans leur porter préjudice. Absolument. Mais moi, je pense que le meilleur outil de vote électronique pour les syndicats, ce sont des réseaux sociaux professionnels ou personnels d'ailleurs, mais Facebook ou LinkedIn, sur lesquels on peut enrôler, rassembler régulièrement, intéresser à des nouveaux sujets les collaborateurs d'une même entreprise, et dans la construction de ce lien,
finalement ça a beaucoup plus d'importance que de savoir comment ils vont voter le jour des élections professionnelles. Et probablement, la puissance d'un syndicat dans une entreprise sera demain beaucoup moins celle qu'il a dans les instances représentatives, issues d'un vote qui a lieu une fois tous les, je sais pas, 3 ou 5 ans. Mais sa capacité à mobiliser le plus de collaborateurs via ces outils-là autour de sujets d'intérêt commun. D'autres réponses sur cette question ? Moi, je ne suis pas un grand connaisseur aussi des élections professionnelles, mais je pense qu'il y a aussi... Il y a un champ, hein, vous savez ça. Il y a un marché, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est pareil, je vais revenir, mais je pense qu'il y a aussi l'indigence des taux de participation vient pas tant sur le problème d'outils que sur un problème aussi où les gens se disent je ne suis pas représenté non plus. C'est-à-dire que c'est aussi les élections professionnelles sont aussi trustées par des syndicats qui doivent être représentatifs et c'est tout sauf démocratique. Je dis ça parce qu'en fait, ayant eu moi-même organisé beaucoup d'élections syndicales étudiantes, j'ai toujours noté qu'à chaque fois que je proposais le vote par correspondance, à l'époque, il n'y avait pas les technologies du vote électronique, il y avait une réticence des syndicats installés pour ce type, au fond, de méthode qui, censément, pouvait faire augmenter la participation, qui me surprenait toujours, enfin qui me surprenait assez peu au demeurant, mais qui pouvait interroger le spectateur avide, effectivement, de davantage d'engagement. On a donc parlé ce soir déjà beaucoup de crise de l'efficacité, de crise de la participation. J'aimerais qu'on parle de crise de la représentation, parce que Nicolas nous a présenté des exemples de figures politiques ayant parfaitement compris le digital. On est là aussi pour se dire les choses. J'aimerais savoir un petit peu quel est votre regard à vous quatre sur le rapport, puisque ensuite certains sont nourris aussi d'exemples étrangers, le rapport des politiques français, des parlementaires français, des maires français aux outils numériques. Moi je suis frappé, il se trouve que je suis ami avec le maire de Charleville-Mézières, je vois que tous les jours, il répond directement, mais ça ressemble très fort à ce que tu nous as montré, tous les jours il répond à ses concitoyens sur des choses très triviales, mais avec une parole qui est nette, qui est directe. Il ne sait pas, il dit je reviens demain, il donne la réponse le lendemain, et on sent que c'est d'ores et déjà un outil qui d'ailleurs doit faire penser de temps en temps aux services municipaux qui sont disruptés, donc peut-être que c'est aussi pour eux un levier pour avancer, mais voilà, est-ce que des maires de Charleville-Mézières, il y en a sans doute d'autres, hein, il y en a beaucoup en France ou pas beaucoup? Comment vous sentez un peu l'évolution de ce paysage de la représentation, alors aussi bien au niveau communal qu'au niveau d'autres exécutifs territoriaux, au niveau parlementaire? On progresse, on est dans la moyenne européenne, on est très en retard. Qui veut prendre la parole? Ouais. Toi d'abord? Oui. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'il y a il y a une grosse différence d'échelle, forcément. Et donc, au niveau, la même étude que je citais tout à l'heure, on s'aperçoit que les maires, eux, au contraire, sont plutôt appréciés. Et en fait, ça vient du fait que, effectivement, comme dirait le maire de Mulhouse, les maires sont les seuls élus à portée de baffe. Et donc, ça incite justement à plus d'interaction. Et aussi, l'interaction est possible parce qu'on est sur des lieux localisés et on n'est pas dans des facteurs d'échelle comme au niveau national. Et on voit, moi je connais un autre maire comme ça, moi je viens d'Alsace, Joe Spiegel, aussi utilise les outils numériques et est très proche de sa population et il jouit d'une popularité extrêmement importante. S'il y a des témoignages dans la salle hein, sur cette utilisation par les élus du digital, on est preneur. Hein. Manifestez-vous. Moi, mon sentiment des gens que j'ai vus, c'est qu'il y a une pression qui est hyper forte là-dessus. Et je pense que beaucoup d'élus vont ressembler à ce que vous décriviez tout à l'heure, qui est qu'aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus crédible de continuer à avoir un style de communication extrêmement distancié. Aujourd'hui, on est obligé d'être cool. Les hommes politiques sont obligés d'être cool. Et en effet, Obama, Cory Booker, c'est des exemples de gens qui correspondent à la tonalité des contenus qu'on voit aujourd'hui dans les médias. Et les hommes politiques vont être obligés de faire ça. Moi, les hommes politiques que je connais qui font ça a un côté quand même assez superficiel, dans la mesure où c'est beaucoup une histoire d'affichage, ça correspond à leur nouvelle image. L'image de François Hollande qui est très distant, elle est plus possible, donc il faut changer d'image, il faut en prendre une autre. Est-ce que c'est réellement un facteur d'amélioration de la représentativité ou du dialogue avec le citoyen? Je ne suis pas persuadé. Camille? Je voudrais ajouter que dans l'univers de communication numérique, la sensibilité des individus, elle est à fleur de peau, c'est-à-dire les réseaux sociaux sont des chambres d'écho qui amplifient instantanément la moindre nuance, le moindre signe subtil d'insincérité ou de manipulation.
Et donc il y a plein de signaux qui ne sont pas forcément objectivés, mais l'homme politique qui écrit toujours mais qui répond jamais, on finit par, sans forcément l'avoir objectivé ou formulé dans sa tête, mais on finit par développer cette perception sensible qui est que la communication n'a lieu que dans un sens. L'homme politique qui tweet pendant qu'il prononce un discours, ça révèle imperceptiblement qu'en fait son compte Twitter est utilisé par son assistant ou l'un de ses collaborateurs, parce qu'on ne peut pas tweeter pendant qu'on parle. Et en fait, cette sincérité, le fait d'utiliser soi-même et de l'utiliser dans la limite de sa disponibilité, évidemment, bref, d'installer le rapport avec sa communauté pour ne pas s'obliger à répondre à la moindre sollicitation, mais justement suggérer des règles, bref, les installer de façon empirique. C'est ça qui permet à des gens comme Boris, dont tu parlais, le maire de Charleville-Mézières, là, il teste ça à l'échelle de sa petite ville. Et quand il aura trouvé ses marques... C'est 50 000 habitants. Alors, petite, moyenne. Quand il aura trouvé ses marques, il pourra emporter ça quand il deviendra ministre, peut-être dans quelques années, et essayer de le faire survivre à la plus grande échelle, parce qu'il aura aiguisé sa sensibilité, mis au point des règles, et il aura lui-même peut-être organisé la transmission des règles et de la culture de ses électeurs dans la ville de Charleville-Mézières à une communauté d'électeurs beaucoup plus large. Ce n'est pas l'homme politique qui explique comment ça fonctionne, c'est ceux qui y sont déjà qui expliquent aux nouveaux comment ça fonctionne. C'est ça la force d'un réseau d'individus connectés. Camille. Alors moi, ma réponse, elle sera un peu différente. Je trouve qu'on parle énormément outils et communication et pas vraiment démocratie. J'ai fait des formations aux sénateurs avec une brillante collègue dans la salle, aux réseaux sociaux, expliquer ce qu'est Twitter. Et c'est vrai que le grand danger, c'est que dès qu'un homme politique se met sur Twitter, il a tout de suite l'impression que sa politique est moderne. Mais ce n'est pas vraiment le cas, en fait. Et la crise de la représentativité, pour moi, elle est sur le sujet de formation des élites, pas de formation aux réseaux sociaux. C'est utile, hein, je l'ai fait, je pourrais pas... Mais sur des questions plutôt de formation aux enjeux d'Internet, aux nouvelles gouvernances numériques, aux nouvelles logiques horizontales, et pas la maîtrise et la communication personnalisée. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est très important et on peut en faire un outil de gouvernance. Et surtout, il ne faut pas décorréler les deux. Mais je pense que ça serait vraiment réduire trop le débat et surtout ne pas parler de démocratie que de parler juste de la façon dont on communique aux élus. Alors, regarde, on continue d'avancer dans le débat parce que j'aimerais vous entendre. Vous avez tous cité à un moment ou à un autre, sauf peut-être Arthur Hubert ce soir. La démocratie, c'est aussi un espace de souveraineté. C'est cet espace de politique est un espace de commun et de souveraineté. J'aimerais vous entendre sur, au fond, la partie peut-être moins enchantée, qui porte moins sur les outils, mais aussi sur les perceptions des citoyens, par rapport à de grandes questions comme les règles du jeu social qu'on accepte en commun, les règles du jeu fiscal qu'on accepte en commun, et au fond les défis qui se posent à nos sociétés, qui sont posés à nos sociétés quand arrivent des acteurs dont la vitesse, dont la puissance, dont le savoir-faire, dont la modernité par rapport, par exemple, aux administrations, leur permettent au fond d'imposer des règles du jeu qui n'ont pas été décidées dans l'enceinte d'un Parlement, donc pas nécessairement été admises, et pourtant s'imposent. Et on en a des exemples quotidiens, ça va du prix du livre, effectivement, en passant par les conditions fiscales, sociales d'un certain nombre de métiers qui se déploient ou d'autres métiers qui sont disruptés. Comment est-ce qu'on résout au fond et comment est-ce qu'on évite que ça finisse au fond de creuser un peu le sentiment d'inefficacité de la démocratie ou au fond le sentiment qu'on n'y peut rien, que les choses passent et peut-être derrière des adhésions ou en tout cas j'allais dire des renversements politiques vers des formes plus extrémistes de discours ou en tout cas des formes de désespoir d'une certaine façon. Donc, j'aimerais vous entendre sur cette menace que peut-être subit notre espace de souveraineté. Qui veut commencer ? Je dis pendant que les uns et les autres chauffent leurs réponses, merci pour les 1000 entreprises donc, qui pratiquent le vote pour leurs salariés. Manifestement, on a le droit de le faire depuis 2001. Je serais très heureux que vous me disiez, peut-être en aparté tout à l'heure ou via le mur de tweets, pourquoi ça ne se fait pas plus selon vous ? En fait, quand tu mentionnais Uber et la souveraineté, moi, j'ai immédiatement comparé dans ma tête. Enfin, les pouvoirs publics face à Uber doivent avoir la même sensation qu'ont eu les pouvoirs publics il y a un siècle face au Parti communiste et aux syndicats
que ce parti poussait dans les entreprises. Hein, il y avait cette vision du Parti communiste comme un parti internationaliste qui venait de l'étranger mettre le bazar dans les entreprises, éveiller la conscience des ouvriers, leur faire s'imaginer qu'ils avaient des droits qu'on ne pouvait pas leur donner. Et la façon dont ça s'est résolu, bien sûr, même les Américains avec le McCarthyisme ont eu l'impression qu'ils résolvaient ça à coup de procès et à coup de menaces et à coup de violence et de mise en prison. Mais en fait, la façon dont ça s'est résolu historiquement, c'est parce qu'on a mis en place les institutions qui ont permis, en quelque sorte, de domestiquer, mais au sens littéral, c'est-à-dire on a au sens des marchés domestiques, quoi, de domestiquer ces phénomènes et de les installer dans le paysage et de retrouver prise sur le cours des événements, parce que les frustrations qui s'exprimaient et auxquelles répondait le Parti communiste de la part des ouvriers et les syndicats d'obédience marxiste, n'étaient satisfaites par personne et ne trouvaient d'écho dans aucune institution existante. Et quand on a mis en place ces institutions, le dialogue social a installé le consensus dans les entreprises et tout d'un coup, ça a détourné massivement les ouvriers de cette puissance étrangère qui semblait fondre sur la main-d'œuvre, et ça a renationalisé tout ça. Alors, évidemment, c'est complètement inattendu comme comparaison. Ça s'est fait après une guerre mondiale. Ça s'est fait après une guerre mondiale, mais je pense que là, c'est le même sujet. C'est-à-dire, ce que révèle Uber, c'est des besoins non satisfaits. Alors on est vraiment des bobos parisiens là, à parler de nos problèmes pour rejoindre la rive gauche et la rive droite, mais transportés par un chauffeur. Mais des Uber, il y en a plein, il y en a dans tous les secteurs. C'est-à-dire des choses qui deviennent possibles grâce à ces entreprises qui nous servent si bien. Et quand le citoyen voit les hommes politiques défiler pour dire c'est pas bien, ils payent pas d'impôts, c'est pas bien, ils détruisent de l'emploi, il dit bah oui, mais moi ils m'ont résolu un problème aujourd'hui et ils me simplifient considérablement. Concrètement, Nicolas, parce que chacun va s'exprimer sur cette construction institutionnelle que tu appelles de tes voeux, ou en tout cas ce parisme que tu fais du champ social depuis les années 20, oui. Comment tu l'envisages s'agissant effectivement de ces barbares? Moi j'en parle beaucoup ces jours-ci, hein, mais pour moi, la principale institution qui permet le vivre ensemble, c'est la protection sociale. Les formes d'emploi que créent ces grandes plateformes d'économie collaborative, où on a des travailleurs à la demande qui nous font tellement peur parce qu'on a été habitué à la sécurité du salariat, et donc de s'en remettre à ces plateformes, de leur faire confiance pour nous apporter des clients, pour être certain qu'on pourra gagner de l'argent tous les jours et joindre les deux bouts à la fin du mois. Enfin, c'est une terreur tout à fait compréhensible de la part des gens qui ont grandi dans la sécurité. Mais en fait, ça devient beaucoup moins effrayant. Il y a deux réactions déjà. Oui. Hein. Une tout à l'heure, la personnalisation trop poussée des services publics ne risque-t-elle pas de mettre en péril la cohésion sociale? Oui, ça, je peux répondre. Et une autre réaction que je rapproche de celle-ci, c'est comment articuler personnalisation des services publics et égalité. Donc on voit bien que on est au tréfonds de la culture politique française. C'est vrai. Mais sur le sujet d'Uber, en gros, aujourd'hui, on voit bien qu'ils font l'objet d'un harcèlement juridique et policier par les pouvoirs publics. Le jour où on leur dit, si vous payez des impôts, si vous collectez des cotisations sociales pour financer la protection sociale des chauffeurs qui travaillent sur votre plateforme à la demande, c'est bon, vous pouvez innover tant que vous voulez, on vous laissera tranquille. Je pense qu'ils hurleront pour la forme au début, mais qu'ensuite ils signent des deux mains. Et à ce moment-là, on aura mis l'équivalent de ce qu'on a mis en place avec le dialogue social, avec la protection sociale, c'est-à-dire une manière de redomestiquer et de réapprendre à vivre ensemble avec une nouvelle manière de produire, dans le contexte d'une nouvelle manière de produire et de consommer. Sur la question des services publics, c'est extrêmement simple. Hein. L'exemple que prenait, parce qu'il est très sensible au Royaume-Uni, Tony Blair, c'était le NHS. Vous savez qu'on voit toujours le Royaume-Uni comme le pays de l'ultralibéralisme. Ils ont un système beaucoup plus bureaucratique et beaucoup plus centralisé que le nôtre quand il s'agit de soigner les gens. Donc le NHS est victime des problèmes des grandes bureaucraties, il est inefficace, les files d'attente sont très longues, et surtout on n'est pas du tout servi de façon personnalisée. Il avait dit, le jour où on arrive à servir chacun de façon personnalisée, les gens accepteront à nouveau de fréquenter les mêmes hôpitaux. Et donc vous voyez comment on concilie les deux. C'est parce que dans le même hôpital, financé par les impôts de tous, on sert chacun de façon personnalisée, on n'a pas du tout cassé le vivre ensemble, au contraire, on l'a consolidé. Parce que si on ne fait pas ça, les riches s'en vont se faire soigner dans des cliniques privées, et puis ils finissent par demander, mais pourquoi je paierais des impôts à des taux d'imposition faramineux pour financer un hôpital que je ne fréquente pas moi-même? Et ensuite, ils font pression sur les politiques qui baissent les impôts, et on est dans la spirale de la destruction absolue.
vos réponses par rapport à cette question de la souveraineté, enfin de la démocratie comme espace de souveraineté. Thibault ? Ouais, mais ce qui est clair, c'est que toutes ces entreprises, je veux dire, dès qu'on crée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'aimais bien quand on crée une application, il y a les applications de droite, il y a les applications de gauche, et en fait, chaque je dirais, disruption technologique est une nouvelle politique, mais qui échappe totalement aujourd'hui, je dirais, au champ politique traditionnel. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on arrive à faire évoluer la politique dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, on est quand on est en réaction, on est en réaction épidermique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses arriver, on est dépassé. Quand je dis on, c'est la classe politique. Et donc, bah voilà, quand la crise Uber explose, comment on réagit ? Et je dirais même le gouvernement étant dépassé, il n'a pas les moyens de réagir, donc il se tourne vers le premier corporatisme qu'il connaît et il applique ça, mais qui est complètement déconnecté de la société. Donc c'est un vrai enjeu et ça va être difficile parce que d'un autre côté, la démocratie, c'est lent. C'est-à-dire que ce n'est pas un process qui est rapide, sinon c'est pas de la démocratie. La démocratie, c'est du débat et donc ça va être intéressant de voir comment on va réussir à trouver les moyens pour à la fois pas se laisser dépasser sur, je dirais, ces nouveautés, ces disruptions technologiques, tout en ayant un débat démocratique qui soit efficace. Camille, je suis désolé, j'arrive vraiment pas à suivre toutes les questions, mais j'essaye de picorer. Quelqu'un nous dit dans la salle, et quid du débat numérique pour alimenter les débats parlementaires. Comme je sais que c'est un débat qu'on a eu ensemble en avril dernier, je me permets de te demander de t'y coller. La question qui est soulevée, c'est celle de la participation, et c'est celle aussi d'ailleurs de la représentativité. Quand on a, en fait, pour la petite histoire, donc avec Institut Montaigne et Terra Nova, chez Renaissance Numérique, on a organisé un projet qui s'appelle Démocratie mise à jour. Démocratie mise à jour, ça a été 5 ateliers organisés dans différentes villes de France. On a réuni des citoyens pour leur poser des questions sur justement les enjeux du numérique dans la démocratie, dans le renouveau de la vie publique. Et les retours qui sont le plus remontés, c'est justement aujourd'hui le numérique, c'est peut-être un peu trop de la communication. Quand on fait des débats sur Internet, en fait, on ne sait pas du tout ce que deviennent nos propositions. Donc c'est pour ça que ça rejoint mon propos du début pour dire, en fait, aujourd'hui, on est équipé pour faire remonter quelque part l'opinion publique. Et Internet est ce formidable outil pour permettre de capter justement quel est l'intérêt public. On se souvient de 2005, et je crois que c'est la leçon majeure de Benoît Thielin qui dit, voilà, en 2005, on savait, nous, sur les forums, que la Constitution européenne ne passerait pas. Mais personne n'est allé chercher, en fait, cette voie-là. Donc le numérique sert à ça. Et maintenant, la question, pour répondre aux attentes du citoyen, c'est comment est-ce qu'on institutionnalise ces outils. Au niveau européen, il y a une expérience qui est intéressante, ça s'appelle l'initiative citoyenne européenne. L'initiative citoyenne européenne, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous de proposer une loi et de la présenter devant la commission afin qu'elle soit examinée. Sauf qu'en fait, les lois qui ont été... c'est très compliqué parce qu'il faut un certain pourcentage de population dans chaque pays et tout. Et en fait, on se rend compte que les lois qui ont été portées, qui ont réussi malgré ce filtre qui est quand même assez important, elles n'ont jamais été examinées par la Commission, qui n'a pas fait ce travail qui est complètement inconcevable dans un monde numérique de redevabilité. Et en fait, quand on parle justement pour moi de numérique et de démocratie, c'est vraiment comment est-ce que ces règles, alors elles sont flagrantes dans le domaine économique, parce que là, l'économie, elle est impitoyable, hein, c'est on est rentable, on ne l'est pas, ou sinon on vire, et du coup, on voit beaucoup plus facilement les entreprises être déstabilisées. Mais dans la démocratie, c'est peut-être un peu plus subtil. Et du coup, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce que les bases du numérique, donc les logiques horizontales, les questions de redevabilité, le fait que tout est inscrit et qu'en fait on peut ressortir le contrat de départ à quelqu'un parce que tout est archivé, ça, il faut vraiment que les politiques en prennent conscience et arrivent à l'institutionnaliser dans une démocratie, dans une république qui du coup ne sera peut-être pas la 5e. Je pense que le débat est là aussi. Au passage, il y a une proposition qui nous proposait de suggérer de remplacer le Sénat par une chambre numérique. On pourrait commencer par le CESE.
Ça, je pense que c'est une très bonne question. Il y a pas mal de gens, enfin, si on réfléchit comme ça, on peut se dire, est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'une assemblée à l'heure du numérique? Je pense que c'est une question qui est pertinente. Si on regarde les raisons pour lesquelles on a choisi un système parlementaire, enfin un système avec une assemblée après comme on l'a aujourd'hui, si on regarde les vieux débats au moment de la Révolution française, les gens ils disent la démocratie directe c'est l'idéal, mais malheureusement on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que c'est trop compliqué de faire dialoguer beaucoup de gens sur un grand territoire de manière fréquente. En plus, les gens ils sont pas assez informés. Vous imaginez tout le temps que ça va prendre. On nous dit en plus, Arthur, qu'ils sont déconnectés, pour certains. Qu'il y a des citoyens qui sont en marge. Exactement. Donc on pourrait penser qu'aujourd'hui, ça, avec le numérique, on n'a plus ces problèmes-là. Donc c'est un des arguments principaux pour les systèmes représentatifs comme on les connaît, qui sont des arguments de faisabilité, on pourrait dire on les a plus. Et le deuxième argument qu'il y avait en faveur des systèmes représentatifs, c'était, en fait, quand vous avez 500 personnes de qualité qui discutent entre eux, ça produit des décisions qui sont plus rationnelles, c'est des décisions plus éclairées, que si simplement on faisait une agrégation des différentes opinions et des différentes préférences des gens. Donc il y avait un deuxième argument, qui était un argument que la qualité de la décision sera meilleure. Ça, aujourd'hui, tous les gens qui savent comment ça se passe concrètement, une décision à l'Assemblée, c'est après une vingtaine de personnes, au mieux, parfois 3 ou 4 députés, dont l'expertise est tout à fait contestable, et dont la représentativité n'est pas évidente non plus. Et on se dit aujourd'hui, on a des formes d'intelligence collective à travers le numérique, qui pourrait produire une décision qui est aussi bonne que la décision des parlementaires. Donc là, on a envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une assemblée? Ce que je trouve difficile, moi je n'ai pas vraiment la réponse là-dessus, mais ce que je trouve difficile avec ces histoires de numérique, c'est que quand on est en démocratie, on est obligé à un moment ou à un autre d'avoir beaucoup de gens, sinon tout le monde, qui participent à un débat. Or, si on voit ce sur quoi le numérique a été particulièrement bon dans ces dernières années, moi, je vois deux choses. Le numérique, c'est extrêmement bon pour organiser des communautés. Donc, si vous avez d'autres gens avec qui vous partagez quelque chose, que vous connaissez peut-être pas, vous arrivez à vous organiser et à vous mobiliser autour de ce que vous avez en commun de manière beaucoup plus puissante qu'auparavant. C'est la multitude de Nicolas. Et l'autre chose pour laquelle le numérique est hyper bon, c'est pour avoir des marchés. Airbnb, Amazon, Uber, c'est assez facile en fait. Ça consiste simplement à créer un marché beaucoup plus libre qu'auparavant dans les systèmes existants. Le problème, c'est que la communauté, ça suffit pas pour faire de la démocratie. Avoir juste des gens hyper investis sur un sujet, on n'estime pas que ça produit une décision démocratique. Et de même, les marchés, on estime que ça suffit pas pour prendre l'ensemble des grandes décisions qui existent. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la solution, mais je serais ravi qu'il y ait une civic tech qui arrive vraiment à craquer ce sujet et à trouver un modèle qui permet en effet peut-être de disrupter l'Assemblée nationale. Je pense que ce ne serait pas nécessairement mauvais pour la démocratie. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on y soit encore. Alors justement, on arrive au terme du débat, puisque j'ai comme mission de vous rendre à vos vies normales à 20h30. J'ai envie de vous poser une question en vous demandant de prendre un peu des risques, non pas de jouer au prévisionniste, parce qu'on va prendre ces risques à 2 ans. Est-ce que sur la campagne présidentielle de 2017, vous avez le sentiment que le numérique, je suis désolé parce qu'on me reproche beaucoup sur le tableau de voir le numérique comme outil, on ne peut pas tout traiter ce soir, ni prendre tous les angles, ni entrer dans la complexité de tous les sujets, on essaie de trouver quelques angles qui ressortent dans le débat. Est-ce que le numérique va jouer un rôle spécifique? Est-ce que vous avez le sentiment que d'ores et déjà, des partis aujourd'hui qui sont plutôt désorganisés, désargentés, ont les moyens au fond de se mettre au niveau? Est-ce que Arthur, qui j'imagine discute avec certains d'entre eux, alors peut-être à l'échelle nationale et locale, mais voit au fond des gens qui arrivent à sortir des concepts, des idées intéressantes? J'aimerais que vous, en quelques minutes chacun, en respectant le temps imparti, vous nous disiez un peu ce que pourrait être idéalement, ce que vous pressentez être peut-être la campagne à venir. On commence par toi, Nicolas? Moi, j'ai 2 convictions qui me font penser qu'il se passera quelque chose. La première, c'est que je pense qu'on est à la veille d'une crise systémique majeure avec les événements en Grèce et que ça va aller de mal en pis. Bon, ça, c'est mon sentiment. Mais ici, on voit le monde à l'envers parce que les problèmes sont les opportunités entrepreneuriales. Donc, The Family voit la crise plutôt favorablement. Ça crée des brèches et ça permet de créer des nouvelles choses. Et l'autre sujet, c'est qu'en France, à chaque élection présidentielle, on a toujours eu une surprise depuis un bon moment. La surprise de 2002, c'était le 21 avril. La surprise de 2007, c'était le duo des opposants de second tour et la campagne singulière qui a été faite par Ségolène Royal, déjà avec pas mal de numérique.
La surprise de 2012, c'était la nuit du Sofitel. Voilà. Et donc, si l'histoire se répète, il va forcément se passer quelque chose. Or, comme on voit que dans d'autres pays européens, il y a des irruptions de mouvements citoyens qui demandent autre chose, qui demandent des réponses à des questions qu'ils posent, mais que les politiques n'entendent pas. La grande question, c'est chez nous, est-ce que tout ça est déjà sécurisé, préempté par le Front National et va emporter le Front National à une position encore plus forte en 2017? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose, par exemple à travers des initiatives comme Démocratech, pour provoquer une onde de choc ou une perturbation qui va forcer les uns et les autres à se repositionner assez radicalement par rapport à tout ça? On verra. Merci. Thibaut? Je pense que de toute façon, le numérique sera très présent dans la prochaine campagne, mais en fait, il y a deux manières d'utiliser le numérique. On nous reproche, hein, si je nous mets dans les élites numériques, enfin moi je suis... L'élite numérique, ça me concerne un peu moins, surtout l'utilisation de mon iPad, mais ne sont peut-être pas déconnectés des citoyens. Enfin, je vois que dans la salle, c'est contrasté, parce que c'est un thème qui est revenu à plusieurs reprises dans la discussion. Hein. Alors, clairement, je pense que beaucoup de citoyens, si je réponds à ça, oui, n'ont pas conscience de ça. Mais justement, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que c'est ce que j'allais dire. Les outils numériques sont utilisés de deux manières aujourd'hui en politique. Il y a les outils numériques qui sont utilisés pour optimiser la campagne de candidats, je dirais déjà présents, déjà affirmés. Et ça, c'est tous les outils qui existent actuellement. Aux USA, Obama, c'est ces outils-là qu'il utilise pour optimiser, savoir qu'il va falloir que Bob Thompson, je l'appelle entre 4h de l'après-midi et 6h de l'après-midi et que je lui envoie un courrier disant ça. Et la question, et nous c'est ce qu'on essaye de faire avec Démocratech, c'est bien ces outils-là, mais est-ce qu'on ne peut pas les mettre plutôt dans les mains des citoyens et faire la démarche inverse en fait, et dire, au lieu d'essayer d'optimiser la campagne de candidats déjà existants, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les outils pour faire émerger de nouveaux candidats? Et forcément, si on y arrive, ce sera de toute façon d'une manière où les gens ne se rendront pas compte, c'est-à-dire que ce sera, comme on dit, frictionless. Si on veut arriver à avoir le plus de gens possible, il faudra que ce soit extrêmement simple à utiliser. Et donc oui, je pense que ce débat-là sur les élites numériques, oui, on est probablement déconnecté, mais la question c'est comment on fait pour développer des outils pour justement reconnecter tout le monde à des fins qui sont soit des fins d'optimisation de campagne pour les candidats ou à des fins de faire émerger de nouveaux candidats. Ouais, on prend l'info et comme on est à 2 minutes de la fin, on prend l'info et je demande à nos panélistes d'aller au bout, sinon on n'y arrivera pas. Ok, alors je vais essayer de répondre du coup aux deux questions, à la question de la conclusion et à la question de la déconnexion assez rapidement, puisqu'elles sont liées à mon avis. Par exemple, si on prend la question de la démocratie participative via la participation sur des plateformes, le web pose de fait une grande inégalité parce que l'accès numéro 1, c'est l'écrit. Et que clairement, aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais on n'est pas tous égaux face à l'écrit. Donc, ça m'invite à dire, et c'est la réponse à la conclusion, qu'en fait, justement, il ne faut surtout pas penser le numérique comme un outil. Et ce n'est pas parce qu'on a la bonne plateforme qui va bien qu'on aura une démocratie qui est plus participative. Et du coup, ma vision 2017, si jamais, pour moi, une campagne idéale et un résultat idéal, en fait, c'est justement que le numérique soit un non-sujet, ou en tout cas qu'il soit dans tous les sujets. Là, chez Renaissance Numérique, on va publier à la rentrée un livre blanc sur l'agriculture. Voilà, on ne fait pas le lien directement sur l'agriculture et le numérique, et en fait, on se rend compte que l'agriculture va complètement changer et que nos territoires vont complètement changer avec le numérique. Donc, le numérique dans tous les sujets. Et puis enfin, c'est ce que je disais, une vraie réflexion sur comment est-ce que la gouvernance Internet peut nous aider, peut nous donner des nouvelles logiques de gouvernance citoyenne. Et moi, je suis un peu sec sur ma réponse sur les présidentielles, en même temps. C'est-à-dire enfin, comment? Quelles idées, c'est ça? Oui, enfin, qui sera élu, n'allons pas jusque-là. Des propositions concrètes?
Pas des propositions concrètes, non, mais au fond, la grande tendance ou la rupture ou l'événement qui pourrait surgir, selon toi? Moi, j'ai très peur que le numérique soit encore capté par des sujets uniquement de communication. Je pense que après, je pense que dans dans la santé, par exemple, ça m'étonnerait qu'on fasse l'économie d'un sujet open data santé. Voilà, je pense qu'il va y avoir des propositions vraiment dans les différents programmes et que le numérique aura encore un conseiller que numérique qui sera là pour diffuser, mais qu'on n'a pas vraiment le numérique par défaut, comme on a de la privacy by design, on n'a pas un peu le numérique qui est directement là dans la pensée et que donc il sera encore malheureusement peut-être un peu trop petit et un peu trop capté par une seule personne qui de fait sera un ennemi pour tous les ministres parce qu'elle leur enverra une image moins moderne. Voilà. Merci. Arthur. Sur l'aspect strictement électoral, donc pas les politiques publiques mais en matière de campagne, moi mon sentiment c'est qu'aucun des grands candidats qu'on va avoir à l'élection présidentielle ne sont des gens qui sont de ce monde et qui sont sensibilisés à ça. Aucun. Ils sont vraiment de la génération passée et en un sens ça ne les intéresse pas. En revanche, ce qu'ils savent c'est ne pas avoir l'air ringard au moment où il faut faire campagne. Donc je pense qu'on aura des équipes numériques tout à fait modernes avec des gens qui tiendront des bons comptes Twitter à la fois pour les candidats de droite et de gauche, et qu'ils n'auront pas l'air aussi ridicules qu'ils le sont lorsqu'ils font les discours au Panthéon. Donc ça, on l'aura. Mais par contre, je ne pense pas que ça changera grand-chose sur le fond. Par contre, si on cherche un peu des petites disruptions qui pourraient arriver assez vite, plutôt sur des sujets mineurs à ce moment-là, notamment quelque chose autour des sondages. Il y a quand même des bonnes chances qu'on arrive à disrupter l'industrie des sondages, que ce soit par des modèles prédictifs. Nous, c'est le genre de choses qu'on essaie de faire. En gros, utiliser l'open data ou les données facilement collectables pour pouvoir faire des modèles prédictifs en matière électorale, ou grâce à des applications, je ne sais pas si vous avez entendu parler des choses qui existent aujourd'hui comme Gov ou comme Brigade, qui pour l'instant ne sont pas encore des choses extrêmement développées, mais qui pourraient menacer le modèle des sondages. Donc si on doit faire une prédiction seulement pour 2017, qui n'est quand même pas dans très longtemps, c'est possible qu'on voit quelque chose de ce côté-là. Je ne pense pas qu'on verra quelque chose de fond dans la manière dont les hommes politiques qui vont être élus présidents considèrent le numérique. Merci à vous quatre. Je suis désolé de clore ce débat. On aurait bien poursuivi. On peut vous applaudir.